Le micro marche? Ouais. Bonjour, merci d'être présents si nombreux par cette belle après-midi du mois d'octobre pour célébrer les 150 ans du décret Crémieux qui, selon moi, a créé une hiérarchie parmi les Juifs d'Afrique du Nord. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du Centre d'art et de culture M. Paul Amar, qui est l'initiateur de cet événement et qui va animer le débat qui va avoir lieu tout à l'heure. Madame Elisabeth Chemla, journaliste native également d'Algérie. Monsieur Paul Crécy, vice-président de l'Association des Amis de Gaston Crémieux. Monsieur Serge Dahan, notre ami Serge Dahan, qui est le président de Montréal, qui co-organise cet événement. Et bien évidemment, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui nous fait l'honneur de sa présence. Juste avant de vous laisser la parole, je voudrais vous dire que je me suis posé, puisque je suis né en Algérie moi aussi, de nombreuses questions sur le décret Crémieux et le fait de savoir si c'était une chance ou une malchance pour les 30 000 juifs indigènes que ça concernait, d'une part, et me demander également, d'une manière beaucoup plus récente, si seuls parmi les juifs de France, ou les Français juifs plutôt, un juif né, enfin natif de France, mais dont les parents sont originaires d'Algérie, pouvait être le porte-parole d'une idéologie identitaire si extrême. C'était ça ma question. Voilà, merci. Merci Gérard, merci à vous tous d'être là avec nous. Montréal est donc co-organisateur de cette conférence sur le décret Crémieux. On ne peut pas parler de décret Crémieux sans parler de Crémieux, et donc je remercie d'avance mon ami Crispy de son intervention qui va vous donner un large aperçu sur Crémieux. Merci au grand rabbin Chaim Corsia d'avoir accepté de participer. Deux mots sur Montréal. Montréal est une association qui est centrée sur le travail de mémoire des Juifs d'Algérie, un travail de mémoire qui est un travail essentiel. La présence juive en Algérie est très ancienne, hein, plus de 2000 ans, et les Juifs d'Algérie ont traversé toutes les étapes finalement de cette longue histoire de ce territoire, de l'arrivée évidemment de la conquête des musulmans. Il y a eu cette résistance juive qui nous a permis de rester ce que nous sommes, de l'arrivée massive des Juifs d'Espagne après l'Inquisition, qui avant et après d'ailleurs, et qui ont apporté leur contribution majeure finalement au judaïsme algérien, de ces chefs de communauté, de ces rabbins d'Algérie qui ont su transmettre un judaïsme éclairé. Évidemment, le décret Crémieux et l'arrivée des Français qui nous ont donné un statut tout à fait particulier, sortir de la dimitude. Et à partir de ce décret Crémieux, évidemment, il y a eu cette adhésion totale, complète, à la citoyenneté française, à la République, aux valeurs de la République. Beaucoup d'entre vous qui sont d'Algérie chantaient la Marseillaise à l'école, moi-même. Et donc nous sommes effectivement ces héritiers d'un judaïsme éclairé, d'un judaïsme qui est imprégné de cette culture française. Mais il y a eu aussi la guerre et la perte de cette nationalité tant attendue et tant mise en avant. Il y a eu aussi pendant la guerre ces soldats juifs français qui ont été internés dans des camps de travail, une histoire très importante. Il y a ensuite évidemment l'arrivée en France, non pas comme juifs, mais comme tous les Français qui ont quitté l'Algérie, et puis l'installation en France avec une reconstitution communautaire. Communautaire, ça veut dire de rapprochement par ville. En effet, le territoire, les Juifs d'Algérie, c'est aussi une mosaïque
de cultures différentes en fonction des régions, des villes. Évidemment, de Tlemcen au Oran, au Constantine, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et donc, cette unité, ce peuple, plutôt cette communauté, à travers le décret Crémieux dont on va parler, c'est positionné, c'est tout l'intérêt du débat qui a été organisé, c'est celui finalement de l'héritage de ce décret, pas simplement cet héritage, mais aussi à travers cet héritage, cette transmission, qui est exactement le cœur du travail de Montréal, puisque Montréal, évidemment, réunit à travers les témoignages que nous recevons un fonds documentaire extrêmement riche et très important sur les Juifs d'Algérie. Donc je veux ici remercier encore les intervenants. Je voudrais remercier Paul Amar d'avoir accepté d'animer cette manifestation, cette cérémonie, et je vais tout de suite donner la parole à Paul. Bonjour, Monsieur le Grand Rabbin, bonjour. Alors je voudrais par souci d'honnêteté faire une petite mise au point. Je ne suis pas l'initiateur de cet événement. L'initiateur, c'est l'association Montréal avec le Centre d'art et de culture, le Fonds social en partenariat avec l'Arche. Mais quand Montréal m'a sollicité pour animer ce colloque, je n'ai pas hésité un seul instant, étant moi-même juif d'Algérie, né français à Constantine en Algérie, donc je me devais de participer à cet anniversaire que vous avez organisé en présence évidemment comme premier invité du grand rabbin et en présence aussi d'Elisabeth Chemla qui nous rejoindra tout à l'heure. Vous avez donné un titre à la célébration de cet anniversaire, Défi du passé, regard sur l'avenir. Alors le passé, nous le connaissons tous, nous sommes tous français depuis 150 ans. L'avenir, nous ne le connaissons pas vraiment. Serons-nous encore français dans 150 ans? La question peut paraître incongrue à certaines d'entre vous, à certains d'entre vous, mais à mes yeux, elle se pose désormais dans la double pression qui s'exerce sur la communauté juive depuis 40 ans maintenant et sur la communauté nationale également est forte. Pression évidemment islamiste et pression que je qualifierais de néo-fasciste, qui nous renvoie d'ailleurs étrangement à la situation des Juifs d'Algérie il y a 150 ans, quand ils étaient eux-mêmes victimes de l'antisémitisme, on a tendance à l'oublier, des colons français d'Algérie, et quand ils étaient victimes également de l'hostilité musulmane. Eh bien, par un étrange retour du passé, on assiste aujourd'hui à une sorte de double chantage des islamistes qui, par leurs assassinats, leurs massacres, nous renvoie à une phrase entendue au cours de la guerre d'Algérie. Moi-même, j'étais enfant à Constantine au cours de cette guerre, la valise ou le cercueil. Chantage également de l'extrême droite, plus subtil, plus insidieux, en réhabilitant Pétain, en niant le caractère dramatique de la Shoah, que nous disent-ils? La valise ou l'abdication. Et c'est une hydre à deux têtes, qui est unie beaucoup plus qu'on ne le croit, par une sorte d'alliance objective, et qui s'inspire de ce que les islamistes eux-mêmes, c'est l'ancien ambassadeur de Tunisie qui me le disait un jour, de ce que les islamistes eux-mêmes ont défini, la théorie du chaos. Le chaos, on le connaît déjà avec les islamistes, assassins, meurtriers, qui ont conduit les Juifs de France, certains d'entre eux, vers ce qu'on appelle l'exil intérieur, à quitter leur cité de banlieue pour des villes plus paisibles, ou à quitter la France pour Israël, mais cette fois je ne parlerai pas d'exil, certains diraient la montée, ou le retour. Quant à l'extrême droite, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus insidieux aujourd'hui. L'extrême droite ne tue pas, Dieu merci, comme les terroristes islamistes, comme les assassins islamistes, mais que nous dit-elle en ce moment, portée par quelqu'un que vous avez évoqué, présidente tout à l'heure, qui à mon avis n'a de juif que le nom, mais qui me fait plus penser aujourd'hui à Maurras, à Drummond ou à Isabelle la catholique. Et qui voudrait faire des Juifs de France des maranes, tout simplement, les nouveaux maranes, qui voudraient que les Juifs oublient leurs origines, ou religieuses ou philosophiques. On peut être juif de 1001 façons, et qui oppose aujourd'hui, ce qui est quand même un comble au XXIe siècle,
l'identité française et l'identité juive. Or, l'identité française et l'identité juive, et je le dis en présence de Haïm Corsia, ne font qu'une. L'amour du livre, l'amour de la Constitution, l'amour du débat, l'amour de la démocratie, l'amour de la République. Et s'il y a un homme qui aujourd'hui incarne cette seule et même identité, je ne dis pas double identité, mais cette seule et même identité, c'est Haïm Corsia, qui se fait applaudir, je l'ai vu, j'y étais, qui se fait applaudir, et vous avez raison, quand, devant des ministres, devant des préfets, devant les plus hauts représentants de l'État français, quand le grand rabbin de France récite la prière pour la France en hébreu, et il se fait applaudir par la communauté juive, quand il dit devant cette communauté son amour de la République, vous l'avez déjà accueilli à l'applaudissement, en l'applaudissant, donc je vous redemande de l'applaudir à nouveau, Haïm Corsia. Ravi c'est de bon, vous. hein. Tu as tout fait, on peut y aller. Non, moi j'ai simplement énoncé et l'exégèse sera faite par Haïm Corsia. D'abord, vous avez, Haïm, une enfance française et non pas algérienne, puisque vous êtes né en France. Mes parents sont nés en France aussi. Également. Ils sont nés à Oran et Tlemcen, c'était la France. Non mais vraiment, c'est pas anecdotique. C'est par exemple quand j'ai fait les EOR, on devait remplir un document pour des documents de sécurité en mettant le lieu de naissance de nos parents. J'ai refusé de rajouter la ligne date d'entrée en France. J'ai dit non, ils sont nés en France. Alors un lieutenant un peu plus futé m'a dit, on voulait dire France métropolitaine. Très bien, donc on écrit. Donc date d'entrée en France, et j'ai rajouté métropolitaine, et là j'ai mis 62. Donc mes parents sont en France, je suis né en France, à Lyon, mais cette histoire est une histoire qui est la nôtre collectivement, y compris pour celles et ceux qui ne seraient pas nés en Algérie ou qui n'auraient pas de lien direct avec l'Algérie. D'ailleurs parce que la communauté juive, heureusement, se mélange au sens qu'on ne s'enferme pas dans des identités. Si on s'enfermait par malheur dans une identité, dont les juifs d'Algérie, déjà on commencerait à se bagarrer entre ceux de Constantine et ceux d'Oran ou de Tlemcen. Entre ceux de l'Oranie, bien sûr, on serait tous d'accord pour mettre de côté ceux de Colombéchard. Et ceux de Colombéchard considéraient que ceux plus au sud, au Mzab, sont vraiment par accro, puisque eux n'étaient pas concernés par le fameux décret Crémieux, dont je me permets de préciser, mais c'est juste pour les pinailleurs, que c'est le 151e anniversaire, et non pas le 150e anniversaire, au sens que, et c'est peut-être la réponse, moi, à cette interrogation, qu'est-ce qu'il en sera dans 150 ans? Personne ne peut dire ce qu'il en sera dans 150 ans. Mais entre 150 ans et 151 ans, il y a une grande différence. Parce que 150 ans, on se dit, ça y est, on a fini un cycle. 151, on continue ce cycle. Moi, je sais ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je sais ce que je vais essayer de faire demain, ce que je vais transmettre après aux responsables communautaires après nous, cet engagement absolu pour la République. En parler comme on le fait là maintenant, c'est peut-être serein, c'est tranquille, globalement tout le monde est d'accord, mais défendre l'idée que tout au long de cette longue période, le judaïsme français s'est construit aussi en Algérie. Le grand rabbin Avram Bloch. Avram Bloch, c'est ce grand rabbin qui meurt le 29 août 1914 en tendant un crucifix à un soldat catholique au col d'Anozel à Tintru dans les Vosges. Ce grand rabbin a été grand rabbin d'Alger auparavant. Il a eu un attentat à la bombe devant chez lui. Parce que tous les rabbins passaient par l'Algérie à cette époque. Tous les rabbins passaient par l'Algérie. L'Algérie qui est au cœur de cette épidémie violente d'antisémitisme, puisque Drummond lui-même se fait élire député d'Alger. Et l'Algérie, on le sait très bien, est traversée, Régis Max et tous ces gens qui postulent l'antisémitisme comme doctrine, ce qui est d'une certaine manière le cas de beaucoup aujourd'hui, où on voit bien des poussées d'antisémitisme très claires, très violentes, et même décomplexées, chez les antivax, chez certains gilets jaunes, chez l'extrême gauche, chez l'extrême droite, chez d'aucuns qui, sans s'afficher antisémites, portent des phrases antisémites. Valoriser ce qu'était Pétain, c'est de l'antisémitisme, peu importe d'où ça vient. Considérer que un enfant qui est enterré à Jérusalem n'est pas français parce qu'il est enterré à Jérusalem, c'est cracher sur leur mémoire. Considérer, moi qui suis secrétaire général du Souvenir français, que les 59 000 soldats français enterrés
à Sébastopol, morts pour la France, ne sont pas français parce qu'ils seraient enterrés en terre étrangère, c'est ne pas comprendre que là où quelqu'un est mort pour la France, c'est une terre de France. Et je vous le dis parce que j'ai eu le grand honneur de m'incliner sur la tombe du général Caffarelli, que j'ai fait refaire avec le souvenir français, qui elle se trouve à Saint-Jean-d'Acre. Donc j'ai le sentiment que je ne sais pas ce que seront les 150 prochaines années, mais je vais tout faire, nous allons tout faire pour poursuivre cet héritage qui était le nôtre et transmettre cette volonté de faire, oui, bravo, merci Paul, converger les vocations, l'espérance du judaïsme et de la France. Et je pourrais juste dire, en rajoutant un tout petit mot, que oui, ce n'est pas le cas partout. Les Juifs ne peuvent pas dire ce que nous disons partout dans le monde, tout simplement parce que les Juifs ailleurs dans le monde n'ont pas un rabbin comme Rachi, qui a permis de comprendre la Bible et le Talmud pour les Juifs du monde entier. Ce souffle qui était le sien, ce souffle français, la précision des mots, de la langue, il l'a ajouté à ce qu'était la Bible pour que les Juifs du monde entier comprennent la Torah un peu comme les Français la vivent. Ils n'ont pas la chance, les Juifs de Grande-Bretagne ou les Juifs d'Azerbaïdjan ou les Juifs de d'où vous voulez. Ils n'ont pas la chance qui est la nôtre d'avoir les chevaliers francs qui sont revenus de Saint-Jean-d'Acre justement en ramenant une fleur qu'ils trouvaient magnifique, la fleur de lys, Chavat Tselet à Sharon, et qui est devenue l'emblème de la royauté, c'est-à-dire d'une certaine manière l'emblème du pays. Ils n'ont pas la chance d'avoir les rois d'Israël sur le fronton de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui est le cas chez nous. Je ne vous dis pas que la France, c'est le judaïsme, je ne vais pas vous refaire la France juive de Drummond. En revanche, je peux vous dire que, même inconsciemment, cet amour du débat, consubstantiel à la France, consubstantiel au judaïsme, cet amour de la diversité, n'en déplaise aux uns aux autres, la diversité, consubstantielle à la France et au judaïsme, tout cela crée, plus que des convergences, une espérance partagée. Alors, Chaim Corsia, je l'ai dit, vous êtes né à Lyon, en France, après l'indépendance. Et enfant, puis adolescent, vous avez connu les très belles années françaises. C'est l'âge d'or de la République, que j'appellerais volontiers l'âge d'or de la République. Saint-Étienne en finale de Coupe d'Europe, enfin, l'âge d'or. C'est vrai. C'était, vous ne pouvez pas imaginer. Non, franchement, l'équipe, on la connaissait. Kurkovic à l'arrière, dans les buts. À l'arrière, Janvion, Lopez. C'est vrai. Tu ne te rappelles pas ça? On va changer de rôle. Hein. Piazza. Moi, je vais lire le Talmud Piazza. et le grand Vous ne rabbin rappelez vont pas faire Piazza? le commentaire. Ah, Paul, excellent. c'est la jeunesse, c'était formidable. Bon, donc ça veut dire que vous avez gardé un souvenir très heureux de ces belles années républicaines. Tout le monde a gardé un beau souvenir de ces jeunes années. Je vais préciser ma pensée avec les vagues d'arrivée des Espagnols, des Italiens, des Portugais dans ces années-là. On a bien vu que toutes ces vagues-là s'agrégeaient autour d'un seul et même drapeau, le drapeau français, autour d'un seul et même hymne, l'hymne français, la Marseillaise. Et vous, ce sont ces années que vous avez vécues. À votre avis, quel a été le point de bascule où on pensait à cette époque-là, années 60, années 70, jusqu'aux années 80, qu'on pouvait éternellement vivre dans une belle France, être heureux comme un juif en France? Qu'est-ce qui a été le point de bascule qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation? Il y a deux choses. D'abord, les attentats qui viennent percuter tout le monde, l'ensemble de la société, je pense à RER, etc., sont des attentats qui rendent fragiles nos démocraties. On se dit, on a fait des accords, c'est le moment où il faut penser juste la comparaison. Ce sont les comparaisons qui sont terribles. 67, bon, j'étais trop jeune, je ne me rappelle pas, mais j'ai souvenir quand même. Et 73, 67, 73, c'est court. 67, l'ensemble du pays est pro-israélien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gars qui vont mettre la pâtée à ceux qui soutenaient ceux qui nous ont foutus dehors d'Algérie. En résumé, mais c'est à peu près ça. Hein. Donc on est pour eux, forcément. Et 73, c'est différent. Ça commence à être un peu différent. Et après 82, je vous en parle pas. Et puis, il y a l'arrivée 89. C'est tard. Mais pour moi, c'est un point important. C'est l'apparition de la question dans la société, la question du voile. 89, c'est Creil. 2 jeunes filles vont au lycée avec un voile. Et brusquement, quelque chose qui ne posait pas problème dans la société devient identitaire. Et donc il y a une forme de communautarisme qui apparaît. Il y avait pas, enfin, honnêtement, moi, alors pour ceux qui ont mon âge,
on jouait au foot tous ensemble dans les quartiers, là, des endroits où des gens ne rentreraient pas aujourd'hui, nous on habitait. La tour dans laquelle j'ai grandi à Orlyville, après je suis allé à Choisy-le-Roi, on a fait l'Alia de Orly à Choisy. Mais la tour où j'étais à Orly a été détruite. C'est les fameuses tours énormes, 10 étages, qu'on faisait tomber pour améliorer l'habitat. Mais moi j'ai grandi dedans et je jouais avec tous mes copains au foot et c'était normal, on ne se posait même pas la question de qui était juif. Le malheureux qui une fois a eu un mot sur les juifs, il s'en est pris tellement, je ne sais pas si j'étais déchaîné ce jour-là, et voilà. Mais il n'y avait pas de question. En 89, il y a une question identitaire qui apparaît, et on est sommé de trouver un positionnement, de savoir comment faire, est-ce qu'on aide, on accompagne, on pose. Et brusquement, la question de la laïcité apparaît. Ce qui veut dire la question, oui, pratiquement du début du communautarisme qui mène aujourd'hui. La fin de cycle, c'est aujourd'hui une loi contre le séparatisme. Ça veut dire quel séparatisme? Mon vieux professeur d'histoire, paix à son âme, le professeur Naon, disait toujours « Les lois excluent ce qui se fait ». Reprenons. Pour mes amis qui vont dans les églises, vous verrez jamais marqué dans les églises « Prière de ne pas parler pendant l'office », parce que personne ne parle pendant l'office. En revanche, dans les synagogues, il y a toujours marqué prière de ne pas parler pendant l'office. Ça prouve que tout le monde parle pendant l'office. Donc même chose, si on fait une loi contre le séparatisme, ça veut dire qu'il y a du séparatisme en France. Et je crois que les points de bascule, c'est ceux dont j'ai parlé. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez été vous-même troublé, perturbé par le fait d'être juif en France, dans votre pratique religieuse, dans le Shabbat qui est le vôtre? Est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, là, il y a une difficulté parce que tout d'un coup, on me désigne, on me stigmatise? Honnêtement, jamais. Mais moi, j'ai un avantage, si vous voulez. C'est que je suis rabbin. Non, sérieusement. Et que la nature d'une forme d'antisémitisme, c'est souvent de dire « Ouais, tu te caches, mais tu es juif ». Mais moi, il vaut mieux que je sois juif. Je ne veux pas présumer d'autres possibilités. Tu sais, tout est possible de nos jours. Mais globalement, il vaut mieux que je sois juif. En revanche, quand j'étais à l'armée, je n'ai jamais vécu ça. Parce que je suis allé froidement parler à mes chefs en leur disant, voilà, moi, c'est pas compliqué, le Shabbat, je fais rien. En revanche, je vous prends tout ce que vous voulez. Noël, jour de l'an, ce que j'ai fait, ce qui est impensable. Je prends 48 heures d'affilée les gardes, si vous voulez, mais pas le samedi. Et on a joué le jeu. En gros, c'était une façon de voir les choses comme une coproduction d'intelligence collective. Ça marchait chaque fois. Moi, je suis un enfant de l'école publique. Je n'ai jamais été à l'école le samedi. Et ça a toujours fonctionné comme ça, avec des copains qui prenaient mes devoirs. Et je faisais le travail. La question, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces questions sont traitées non plus à l'aune de nos demandes. Elles sont traitées à l'aune d'une demande autre d'un autre groupe religieux. En gros, nous sommes les dégâts collatéraux de la peur panique inspirée par l'islam. Et si vous réfléchissez bien sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, celui du décret Crémieux, vous verrez que les axes de compréhension du décret Crémieux ne sont pas motivés par la réalité de ce qui s'est passé et la vérité factuelle. Et je sais que le conférencier après nous en parlera sans en parler puisqu'il parle de Crémieux sauf le décret, ou les décrets, parce qu'en fait il y en a 6. Mais c'est interprété en fonction de ce qu'on voudrait faire dire à l'histoire. C'est-à-dire, oui, pourquoi on exclut les musulmans? C'est des grandes questions qui ont toujours animé tous les débats et qui en réalité sont des questions fausses, puisque la République propose la chose à tout le monde et les uns acceptent, les autres refusent. Donc c'est pas compliqué. Dans les échanges que vous avez eus enfant, adolescent avec vos parents, quand les premiers troubles ont commencé en France, que vous disaient vos parents? Est-ce qu'ils avaient le sentiment que l'histoire allait recommencer, ce qu'ils ont vécu en Algérie, notamment au moment de l'abrogation du décret Crémieux, puisqu'on en parle, Pétain, 1940. Que faisait votre père à l'époque et votre mère? Ils sont petits. Mon père, à ce moment-là, en 40, il a 2 ans, et ma mère, elle n'est pas encore née, donc ça va encore. Alors vos grands-parents? Mon grand-père, c'était le policier de Tlemcen. Personne n'embêtait le policier de Tlemcen. Il est malade. Quelqu'un embêtait le policier de Tlemcen, Paul. Bon. Mais est-ce que le policier a perdu sa... Bien sûr. Voilà. Ça a été exclu. Comme tout le monde. Je raconte une anecdote qui en fait, sur le moment, ça m'a ému aux larmes. Un ministre me dit, écoute, je dois décorer quelqu'un de Sidi Bel Abbès. Faites-moi des éléments de langage. Je dis, bouge pas, je m'en occupe. Il y a très longtemps, j'étais rabbin de Reims. Donc j'avais dans ma communauté, paix à son âme, Monsieur Kadouche, qui était de Sidi Bel Abbès. Je dis, Monsieur Kadouche, je vais chez lui et il me donne des éléments sur Sidi Bel Abbès. Et non, j'ose pas dire, mais
Disons, il me donne même les noms des établissements fort connus de la gente masculine de Sidi Bel Abbès, parce que n'oubliez pas qu'il y avait une place d'armes, parce que c'était une place forte de la Légion, et il m'a donné tous les noms des maisons. Et moi, bien sûr, j'ai fait la note au ministre, j'ai mis les noms. Et lui, il s'est empressé de les donner. Il fallait voir les petits vieux, comment ils étaient tout rouges quand il leur a donné le nom. Mais bon. Et il m'a raconté comment ils ont été exclus de l'école. C'est-à-dire, un matin, maître rentre, le directeur arrive, il dit toi, Kadouche, tu sors. Et donc le ministre comprend, je lui raconte, je lui explique, et il le met dans son discours. Et il m'a dit, brusquement, j'ai vu la moitié de la salle qui se mettait à pleurer. Et ils sont venus le voir après en lui disant, monsieur le ministre, personne n'a jamais parlé de ça. En fait, c'est une, comme le dirait Paul Salmona, le directeur du MAGE, il dit, le judaïsme est une tâche obscure dans l'histoire française. Mais en réalité, cette partie-là de la Shoah, de la grande histoire de la Shoah, est relativement occultée. On ne parle pas des exclusions de l'école, on ne parle pas du fait que les étoiles jaunes étaient prêtes. S'il n'y avait pas eu le débarquement du 8 novembre 1942, on ne parle pas des camps de Bedeau dont on parlait tout à l'heure, on ne parle pas de tout cela, parce que comment comparer à la déportation, etc. Mais il y a eu quelque chose de très violent pour le système algérien, et puis cette segmentation de la population à qui on retirait le fait d'être français. Parce que l'abrogation du décret Crémieux, par 2 fois, n'oublions pas, parce qu'il y a un général Félon dont je ne prononce jamais le nom, qui, en arrivant, a réabrogé le décret Crémieux. Donc ce n'était pas juste quelque chose de Vichy. Ceci dit, ce même général est allé en juillet 1943 en Amérique expliquer que tout n'était pas à rejeter dans la Révolution nationale. C'est marrant parce qu'en gros, c'est ce qu'on entend en ce moment. Tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale, dans le pétainisme. Donc il faut entendre la violence de cette revendication de tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale, alors que ça n'a produit que du mal, que de l'opposition les uns contre les autres, que du rejet, c'est-à-dire en fait la négation de la République. Est-ce que vous discutez de ce problème avec les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes en ce moment? Est-ce que vous en parlez? Je sais que vous avez des contacts réguliers avec elles. Que vous dites-vous? Bon, on se parle beaucoup des grandes questions qui sont les nôtres, les réactions qu'on doit avoir à tel ou tel événement. Est-ce qu'on anticipe? Est-ce qu'on fait ensemble? Regardez par exemple. Et attention, n'allons pas affirmer qu'il y a un front des religions. Il n'y a pas de front des religions. Nous sommes parfois absolument en opposition. Par exemple, sur le vaccin, j'ai lancé un appel auquel ont répondu les protestants, les musulmans. Les bouddhistes m'ont dit non. Je leur ai dit je comprends. Le virus est une personne qu'on doit respecter. Donc moi, je me mêle pas de la foi des uns des autres. Et les catholiques ont refusé. Et quand le pape, 15 jours après, a dit que se vacciner était un acte d'amour, je leur ai envoyé un petit message avec l'article en disant quel dommage que le monsieur en blanc ne soit pas membre de la conférence des évêques de France. Donc parfois, on n'est pas d'accord. En tout cas, on n'est pas sur la même ligne. Eux, probablement, ne voulaient pas affronter face à face la frange la plus extrémiste de leurs fidèles qui sont contre le vaccin de manière absolument et totalement irrationnelle. Mais sur les grandes questions, on réfléchit ensemble, on partage. J'ai fait un débat sur la question de la laïcité il y a 2 semaines à Lille avec le recteur de la mosquée de Paris, l'archevêque de Lille et le pasteur de Lille. Et donc c'était passionnant, on le fait très souvent, on le fera peut-être très bientôt au Bnei Brit. On m'y a presque convié. Quand c'est Babette, elle m'a exigé, elle m'a obligé. Personne ne peut lui résister. Donc elle prépare une conférence de ce genre. Mais je trouve très important d'être capable à la fois entre nous de parler de ces questions et d'élaborer des réponses collectives. Parce que la faiblesse de notre système, c'est qu'on combat chacun dans son coin. Et la force du décret Crémieux, puisque c'est lui que nous célébrons, c'était de faire des Juifs d'Algérie les alter-égaux de tous leurs concitoyens. Vous n'êtes plus au-dessus, en dessous, il n'y a plus tout ça. Vous êtes citoyen et donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez en Algérie. Et tous les opposants au décret Crémieux, depuis 1870 jusque 1943 et même après, quand on le remet en octobre 1943, tous se disent il faut contrer le poids potentiel de la population musulmane, et d'autres disent y compris de la population juive.
c'est toujours une question de partage, opposition. Et moi, je pense que chaque fois qu'on peut construire de l'unité, ça veut dire de la diversité, mais à le vivre ensemble, on produit de l'intelligence républicaine. Alors, justement, dans cette volonté de vivre ensemble, qu'est-ce qui est fait pour que la communauté musulmane de France se sente complètement acceptée, désirée, intégrée? Est-ce qu'il faudrait prendre l'exemple de l'émancipation des Juifs il y a un peu plus de 200 ans sous Napoléon pour s'en inspirer et inciter cette communauté à être perçue, au fond, aujourd'hui, comme la communauté juive ou protestante de France? Alors, c'est une question à poser aux musulmans. Et disons les choses simplement, une immense majorité des musulmans de France s'intègrent parfaitement, vivent parfaitement, espèrent parfaitement le bonheur qui est celui de pouvoir vivre, œuvrer pour une société qui est la leur, autant que la nôtre. Après, ceux qui refusent ce jeu républicain, bah, il faut les sanctionner. Donc il faut un peu de fermeté. Et pourquoi je dis un peu? Il faut de la fermeté. Or, on a le sentiment qu'on a peur d'être ferme. C'est-à-dire qu'on a peur de réaffirmer ce en quoi nous croyons. Et c'est toujours la même chose. Lorsque Moïse dit au peuple « n'ayez pas peur », il le dit à 2 reprises. Moïse dit au peuple à 2 reprises « n'ayez pas peur ». La première fois, lorsqu'ils hésitent à entrer dans la mer Rouge, on ne sait pas ce que sera le lendemain, il y a une inconnue majeure, on ne sait pas. Moïse dit « allez-y, avancez, n'ayez pas peur ». Et une deuxième fois, lorsque les Hébreux reçoivent la Torah, devant leur responsabilité. Recevoir la Torah, cette responsabilité terrible, Moïse leur dit « n'ayez pas peur, je sais que ça va vous coûter cher de rappeler les règles. Ça va vous coûter cher, c'est le début de l'antisémitisme. Mais assumez votre responsabilité. » Donc moi je dis aux musulmans de France, assumez votre responsabilité. D'être capable de dire voilà ce que nous voulons vivre, voilà les personnes qui font honte, non pas à l'islam, chacun fait comme il veut, on est un pays laïque, on n'a pas à dire voilà la bonne norme de pratique religieuse. Voilà ceux qui font honte à l'esprit collectif qui est le nôtre en France et qui n'incarne pas du tout ce rêve républicain. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'aller inventer de nouvelles lois. Il faut juste être ferme dans l'application des nôtres. Quand quelqu'un ne joue pas le jeu, quand quelqu'un sabote les choses, quand quelqu'un utilise la liberté pour jouer contre la liberté, ben ça ne fonctionne pas. On le voit. Enfin, je ne veux pas être politique, mais enfin, on voit bien, enfin, dissolution d'associations qui étaient clairement anti-républicaines, le CCIF et d'autres, les indigènes, d'autres. Expulsion, vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'on lève un peu le ton pour qu'on expulse un vendeur, un livreur Deliveroo à Strasbourg qui disait je refuse de livrer des juifs. Mais comment vous m'expliquez? Mais là, c'est pas parce qu'il est musulman, c'est parce qu'il est idiot. Donc en fait, sa motivation, peu m'importe sa motivation, ce qu'il fait est illégal, il n'est pas français, il dégage. Il dégage au sens de il n'est pas compatible avec l'espérance de vie commune. Je le dis, ça peut peut-être paraître un peu froid, mais qu'est-ce qu'il en est de la famille de l'assassin de Samuel Paty? On a célébré, on a commémoré l'année de son assassinat. Moi, je pose la question, et je l'ai posée au ministre de l'Intérieur, qu'en est-il de sa famille? Des gens qui auraient dû l'empêcher, qui auraient dû dire quelque chose. Est-ce qu'ils sont compatibles avec ce qu'on veut? C'est-à-dire qu'on accueille des gens qui sont persécutés chez eux, et partout dans le monde. Et c'est l'honneur de la France de le faire. Et je le dis en tant que juif, en tant que citoyen évidemment, mais en tant que juif, parce qu'en plus moi je porte une phrase de la Bible qui dit « Tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en terre d'Égypte ». Donc je sais l'importance, mais pas pour se faire tuer. Donc à un moment il faut juste qu'on contrôle les choses. Donc en fait ça s'appelle la fermeté. Il n'y a pas de bonté s'il n'y a pas de fermeté. Si vous ne me le croyez pas, moi votre modeste serviteur, alors relisez la Bible. Et vous verrez que lorsque les 3 anges arrivent, c'était la paracha d'hier, ça fait toujours bien pour un rabbin de citer la paracha, lorsque les 3 anges arrivent voir Abraham, il y a Gabriel, la force, qui va lui annoncer qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, il y a Raphaël qui le guérit, qui vient lui annoncer donc qu'il va guérir de la circoncision, et il y a Michaël qui lui annonce qu'il va avoir un enfant. Michaël, l'espérance, n'est pas crédible si elle n'a pas avec elle la force de Gabriel, la puissance, c'est-à-dire la fermeté aujourd'hui en République. J'évoquais tout à l'heure l'âge d'or, foot compris. Il est arrivé que des juifs à cette époque-là, 20 ans, 25 ans, 30 ans, y compris venant d'Algérie, avaient oublié qu'ils étaient juifs, étant heureux dans cette France républicaine. Et tout à coup, c'est la fameuse phrase de Sartre,
Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Et tout d'un coup, ces juifs ont été troublés et le sont de plus en plus sous cette double pression que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce trouble? Est-ce que vous comprenez que les juifs aujourd'hui se posent la question, tout en étant très républicains, tout en étant très attachés à la culture française, aux valeurs françaises, se posent la question de savoir s'ils vont rester dans ce pays ou pas? Se poser une question, c'est toujours bon signe. Vraiment. Ça prouve que vous êtes juif et que vous êtes français. Mieux, la réponse est donnée par exemple par Pierre Birnbaum qui parle de nous comme les fous de la République. Si les derniers qui défendront la République, ce seront des juifs. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça converge dans les espérances. Et je n'ai pas dit la France parce qu'il y a des systèmes de France qui étaient formidables, c'est notre histoire, mais qui n'étaient pas conformes avec ce qu'on espère. Le bon roi d'Agobert, dont on chante tous, et la fameuse obsession de ne pas mettre sa culotte à l'endroit. Ce n'était pas forcément un roi très philosémite. C'est le premier qui a expulsé les Juifs de France. Philippe le Bel, c'est pas mieux. Celui que d'aucuns appellent Saint-Louis, qui est en fait Louis IX, c'est vraiment sûrement pas le roi le plus philosémite, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe le Bel, je vous l'ai dit, Philippe Auguste a aussi expulsé les Juifs. Philippe le Bel, c'est en 1306, Philippe Auguste en 1397. Bref, si on prend notre histoire, et attendez, Louis XIV, le grand siècle. Enfin, Louis XIV, sa devise, c'était un roi, une loi, une foi. Et puis, il n'a pas été particulièrement sympathique avec les protestants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, un roi, une loi, une foi, ça exclut quand même pas mal de monde, dont le judaïsme. Mais ça a été plutôt serein au point qu'on avait la prière pour le roi, qu'on a transformée depuis en prière pour l'empereur, puis prière pour la République. Et d'ailleurs, lorsque le grand man de France vient voir à Vichy, celui qui dirigeait l'état de fait dit État français, il sort de l'entretien et l'autre lui dit « Mais je ne comprends pas, vous priez pour la République, je veux que vous priez pour moi. » Il dit « Ok, on va prier pour vous. » Mais on ne l'a pas fait. N'empêche que cette idée-là, d'une France qu'on défend en permanence, je crois qu'on défend cette vision républicaine qui colle parfaitement avec le respect de chacun. Maintenant, on ne nous demande pas de choisir une partie de ce que nous sommes en disant bon, ça, il faut le laisser de côté et ça, vous le prenez. Le génie de la laïcité à la française, c'est que la foi de chacun trouve à s'inclure dans les interstices de la vie collective. On n'a pas à minorer notre judaïsme pour être plus français. Si vous voulez, la Troisième République qui disait qu'il fallait être français à l'extérieur et juif à l'intérieur, à la maison, ce qui vous amène d'ailleurs à être 100% du temps schizophrène. Nous, on dit qu'il faut être français juif partout, chez soi, à la maison, juif et français, où vous voulez, à la synagogue, on prie pour la République, chez soi, on prie, bref, être authentique. Et de ce point de vue-là, on se bat pour construire quelque chose. Le judaïsme et tous les juifs, jamais n'ont été des consommateurs de ce que d'autres produisaient. Jamais. Nous avons toujours produit des choses. On veut quelque chose, on le construit. C'est comme ça que le judaïsme voit les choses, je crois. Merci beaucoup, Chaim Corsia, pour ce propos optimiste. Vous aurez remarqué que moi, dans la posture journaliste, je n'ai parlé que des trains qui déraillent, et le grand rabbin de France n'a parlé que des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est dans sa personnalité et de son caractère. Je vais vous laisser voir le classico PSG-OM. Hein. Ce soir, hein, je suivrai ça ce soir. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, pour votre regard sur la situation. Nous avons beaucoup parlé du décret Crémieux et de ses conséquences. On n'a pas parlé de l'homme parce que Paul Chrissy va le faire et va vous dresser un portrait, pour reprendre le titre de son portrait, de cet oublié de la gloire. Merci beaucoup, Chaim Corsia. Oui, bien sûr. Je voulais rajouter un petit mot, mais vraiment en conclusion ultime, parce que Paul est formidable. Je veux le remercier d'être toujours présent quand on le sollicite. Toutes les organisations, les associations, les institutions le sollicitent, il est présent. Et c'est aussi une forme d'engagement, vraiment portée depuis toujours. Et c'est peut-être ça la force de l'histoire que nous gardons, nous, de ce décret Crémieux. D'aucuns ont dit oui, mais on ne l'a pas proposé aux indigènes musulmans. C'est faux. On l'a proposé à tout le monde, sauf que les conditions, c'était de dire il faut faire des efforts pour... En gros, il fallait abandonner le droit personnel. Les rabbins l'ont fait, les cadis ne l'ont pas fait. Alors quoi?
Rétif de la Bretonne, c'est peut-être ce qu'on pourrait dire de Paul Amar. Rétif de la Bretonne a dit « Le travail produit des inégalités justes ». Eh bien, les efforts produits par la communauté juive ont produit des inégalités, mais ces inégalités étaient justes. Et comme dans notre vision globale, égalité, ça ressemble à égalitarisme, eh bien, je crois qu'il faut revenir à ce que disent les Maximes des Pères, qui est la devise de Paul Amar de mon point de vue, les foum tsara agra, c'est en fonction des efforts qu'on fait qu'on est récompensé. Et le judaïsme a eu cette récompense d'être reconnu dans ses droits et d'être reconnu français, parce que le Senatus Consulte, qui a été 5 ans avant les décrets Crémieux, en 1865, a été très peu utilisé, mais très peu par tout le monde, c'était compliqué. Mais le judaïsme rêvait de cela. Et moi, je crois que quand on rêve de quelque chose, c'est déjà un effort qui est fait. Donc moi, je rêve déjà des 150 prochaines années. Excellent. Belle connaissance footballistique. Messieurs les présidents, monsieur le grand rabbin, chers amis, avant d'entamer mon propos, je voulais citer l'association des amis de Crémieux, Isaac Adolphe, Adassia, fondée en 2011 par Joseph Bénichou, chirurgien, né à Aïn Temouchent, j'espère que je le dis bien, il paraît que c'est à côté d'Oran. Voilà, je veux lui rendre cet hommage, il est à l'écoute. Voilà, j'ai donc le plaisir de présenter au travers de sa riche carrière un court portrait de la personnalité d'Isaac Adolphe Crémieux, homme politique éminent, ministre, député, sénateur, figure légendaire du judaïsme français du XIXe siècle, président du consistoire et de l'Alliance israélite universelle, avocat le plus célèbre de son temps, ami intime de Victor Hugo, découvreur de Léon Gambetta. Ce dernier deviendra son secrétaire particulier et se définira comme son fils adoptif. J'éviterai par contre d'évoquer, par manque de temps évidemment, l'engagement maçonnique pourtant très important de Adolphe Crémieux, vous allez l'entendre. Adolphe Crémieux n'est pas que l'homme d'un décret. Alors son enfance tout d'abord, c'est le fils d'un juif du pape qui a le bonheur de connaître l'exaltation de l'égalité des droits civiques qui est accordée par la Révolution française à la communauté juive. Stanislas de Clermont-Tonnerre, devant l'Assemblée, va déclarer, concernant les Juifs, « Ils n'auront rien en tant que communauté, ils auront tout en tant que citoyens. » Ainsi fut fait. Les Juifs deviennent des citoyens français à part entière, ce qui va permettre à son père, donc David, de quitter la carrière pontificale de Carpentras, ouverte au XVe siècle, et de s'installer définitivement à Nîmes. Et le 30 avril 1796, Isaac Adolphe Crémieux va naître à Nîmes. Après 3 enfants décédés à la naissance, c'est un fils unique. Peut-être plus encore dans les familles juives, lorsqu'on n'a qu'un seul fils, on nourrit beaucoup d'ambition pour lui. Et dès son plus jeune âge, il ne va pas décevoir ses parents, il constate sa mémoire prodigieuse, sa vivacité d'esprit. On parlerait sans doute d'un surdoué, mais le terme n'existait pas à l'époque. Une anecdote est livrée par sa mère, Rachel Carcassonne. Ils reviennent du théâtre et elle entend son fils réciter le dernier acte, par cœur. Alors elle lui dit, tu l'avais déjà lu ? Alors il dit non, c'est la première fois que je l'entends. Il est capable d'entendre un texte, ou de le lire évidemment, et de le reciter dans les minutes qui suivent, comme s'il avait passé toute la nuit à l'apprendre. Alors il va avoir des résultats scolaires exceptionnels qui vont lui permettre de monter à Paris pour suivre les cours du lycée de l'élite des lycéens de France, le lycée Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques, où il va croiser un ami qui va devenir extrêmement célèbre d'ailleurs, et qui va rester son ami toute sa vie. Il s'agit de Victor Hugo. Alors il obtiendra le premier prix en version latine, le second prix au concours de grec, donc des notes extrêmement brillantes. Nous sommes en 1815, c'est la Restauration, mais le 1er mars, depuis son exil de l'île d'Elbe, Napoléon Ier va débarquer à Golfe-Juan et les lycéens rebelles, c'est comme ça que l'histoire va retenir leur nom, vont choisir un délégué pour aller signifier leur soutien au retour de l'empereur, Napoléon Ier, au palais des Tuileries. Qui vont-ils choisir ?
vous le devinez, c'est Adolphe Crémieux. Il a 19 ans, il va serrer la main de l'empereur, un souvenir mémorable. Il gardera d'ailleurs son bras en écharpe, prétextant une fausse blessure pour ne serrer la main de personne d'autre pendant 48 heures et garder cette sensation de la poignée de main de l'empereur dans la sienne. Son surnom au lycée Louis-le-Grand, ça ne s'invente pas, l'avocat. Alors il commence tout de suite à marquer l'histoire. Il a 21 ans, beaucoup d'audace, et après la faculté de droit d'Aix, il demande son admission au barreau de Nîmes. Les avocats prêtent serment, et après lecture de la formule prononcée, il lève la main et il déclare « Je le jure ». Mais le président, M. de Clauzonne, va lui demander « Monsieur Crémieux, prêterez-vous le serment moré judaïco ?» Alors il va répondre « Mais où sommes-nous ? Sommes-nous à Jérusalem? Non, nous sommes en France, nous sommes à Nîmes, et je ne suis pas que juif, vous savez. Je suis un citoyen français et je ne prêterai le serment que d'un citoyen français. » C'est, je crois, le thème de la soirée. Et il refuse, et c'est la première fois que une telle attitude arrive évidemment dans cette cour, et par ce coup d'éclat, la carrière de l'avocat Crémieux est lancée. Le serment moré judaïco, de quoi s'agit-il? C'est un vestige du passé qui, malgré la Révolution française, va perdurer, selon lequel on ne peut pas croire un juif qui prête serment, évidemment, sur le Nouveau Testament. Il devait, pour le prononcer dans la région est de la France, la région ashkénaze, aller à la synagogue, prendre le Sefer Torah, et le rabbin, qui avait ouvert la synagogue, devait servir de témoin. Et lorsque Adolphe Crémieux va devenir vice-président du consistoire en 1834, il dira au rabbinim: je vous interdis de vous prêter à cette mascarade. Et si, par malheur, vous étiez traîné devant les tribunaux, c'est moi, Adolphe Crémieux, qui viendrai vous défendre. Alors, je cite une des affaires célèbres qui est intervenue sur ce moré judaïco. Il s'agit de celle du rabbin local de Phalsbourg, en Moselle. Je le cite parce qu'il deviendra grand rabbin de France. Il s'agit du rabbin Lazare Isidore. Voici un extrait de la plaidoirie de Crémieux en 1839. Les Juifs, dites-vous, ne comprennent pas l'importance du serment. Mais combien de chrétiens ne le comprennent pas davantage? Qui êtes-vous pour vous ériger en théologien, et de quel droit un magistrat va diriger la conscience d'un rabbin? Le serment moré judaïco va être aboli quelques années plus tard, le 3 mars 1846, une abolition définitive évidemment dans le cadre d'une décision prise par la Cour de cassation dans l'affaire de Lazare Isidore que je viens d'évoquer. Nous arrivons en 1824, au XIXe siècle, souvent derrière chaque grand homme, il y a une femme. Adolphe Crémieux n'échappe pas à cette règle. Il a 28 ans, il épouse Amélie Silny, une juive de Metz, qui, petite anecdote, ça va intéresser les généalogistes peut-être, est la sœur de l'arrière-grand-mère de Marcel Proust. Voilà, il y a une petite parenté entre Proust et Adolphe Crémieux. Ils auront 2 enfants, Mathilde et Gustave. À la faveur de la Révolution de 1830, Crémieux s'installe à Paris, il devient avocat, c'est une charge qu'il achète au conseil du roi Louis-Philippe, et le titre de vice-président du consistoire va lui permettre d'être reçu aux Tuileries, où il côtoie le roi Louis-Philippe, qui, il faut le signaler, est un roi philosémite. C'est assez rare, on vient d'évoquer les rois antisémites, je ne savais pas, on ne s'est pas concerté avant, mais le roi Louis-Philippe est un roi philosémite, il apprécie la communauté juive, qu'il trouve laborieuse, qui attache une importance considérable évidemment à l'éducation de ses enfants. Il avait d'ailleurs prononcé en 1831 l'égalité des cultes. Il va même encourager son épouse, la reine, Marie-Amélie, à soutenir et participer aux bonnes œuvres des dames israélites, comme on disait à l'époque. Alors cette installation à Paris va beaucoup compter pour lui, évidemment, d'abord parce que c'est un ami des artistes, c'est un lettré. Adolphe Crémieux s'installe avec gourmandise dans la vie parisienne. On le voit au théâtre, à la Comédie Française, à l'Opéra. Il reçoit dans ses salons Lamartine, Victor Hugo, Musset, George Sand, Eugène Sue, Scribe, Mérimée, Meyerbeer, Halévy. Je m'arrête là. Je cite également la comédienne Rachel. À Nîmes, il avait déjà reçu Franz Liszt. Il participe même à la rédaction du livret de l'opéra Guillaume Tell de Rossini. En tant qu'avocat, son profil multiple évidemment, mais il attache une importance fondamentale à la liberté de la presse. Il va jusqu'à défendre gratuitement des publications extrémistes, un tantinet parfois antisémite. Alors il s'en explique, il dit « Je n'ai jamais accepté d'honoraires des journaux de mon bord.
Ça n'est pas pour en accepter de ceux qui ne partagent pas mes opinions. Voilà, c'est une démarche assez particulière. On arrive en 1840, qui le verra se déplacer avec son homologue britannique, Moses Montefiore. Ils vont se déplacer à Alexandrie dans l'affaire de Damas pour sauver les Juifs qui sont soumis à la torture. C'est une affaire qui a fait grand bruit et déjà Montefiore l'a qualifié dans leurs échanges de le plus illustre des Israélites français. À son retour à Paris, après cette mission couronnée de succès, ils arrivent à libérer les Juifs emprisonnés et torturés à Damas. Il prend conscience de sa popularité et il va se présenter à l'élection législative de 1842. Il choisit la ville de Chinon. Alors il ne la choisit pas au hasard. À l'époque, à Chinon, il y a une communauté juive importante et il va remporter cette élection de 1842 face au candidat conservateur sortant, un certain Théobald Piscatori. Il va l'emporter avec 70 voix d'avance. C'est colossal parce qu'il n'y a que 473 électeurs à Chinon. C'est l'époque du vote censitaire. Il n'y a pas de suffrage universel. Il faut payer 400 francs pour voter. La journée d'ouvrier, c'est 4 francs. Vous avez compris, il n'y a que 238 000 Français, on ne parle pas des femmes évidemment, il y a 238 000 électeurs qui votent sur 9 millions de potentiels. Je crois que je veux bien voir apparaître la diapo suivante, il y a une illustration de photos. Voilà, c'est un extrait du compte-rendu de la réunion du consistoire où j'ai souligné en rouge donc, cette affaire de Damas et le nom de Moses Montefiore. On peut également voir la suivante. C'est un compte-rendu de 1840. Vous avez la signature en bas d'Adolphe Crémieux qui, à partir de 1830, signe Adolphe Crémieux, non plus Isaac Adolphe Crémieux, comme il le faisait avant 1830. Vous avez le nom du grand rabbin de France de l'époque, c'est le grand rabbin Deutz. Et on arrive peut-être à décrypter en bas la signature du président du consistoire de l'époque, Worms de Romilly. Là encore, si les généalogistes sont à l'écoute, c'est le lointain ancêtre de l'époux de Jacqueline de Romilly, interdite d'enseigner sous le régime du maréchal Pétain. Voilà, j'ai souligné là-haut d'ailleurs l'affaire du Moré Judaïco que je viens d'évoquer. Février 48, c'est la Révolution. Encore une. Paris s'est couvert comme d'habitude de barricades et Crémieux, qui est proche donc, du roi Louis-Philippe, comme je viens de l'indiquer, va s'empresser de lui conseiller de fuir. Sire, votre vie est en danger, votre sécurité n'est plus assurée. Il serait prudent de prendre la fuite. Finalement, la famille royale va suivre cette recommandation. Elle va s'engouffrer dans une voiture de passage anonyme. Et c'est Adolphe Crémieux qui ferme la porte de cette voiture anonyme sur le dernier roi de France. Aucun député de la majorité n'avait soutenu le roi dans sa fuite. Louis-Philippe décède 2 ans plus tard à Londres. À la Chambre, le lendemain, Crémieux prend la parole. Nommons un gouvernement provisoire de 5 membres qui soit juste en attendant les élections au suffrage universel. C'était la grande revendication des Républicains. Ne laissons pas à nos enfants le soin de renouveler cette révolution. On va voter à main levée. Crémieux est élu ministre de la Justice avec Lamartine, Arago, Le Dru-Rollin, pour ne citer qu'eux. Le député de Chinon, qui avait représenté le roi et la communauté israélite, était maintenant le garde des Sceaux. Et il allait dorénavant nommer les évêques. Alors on n'allait pas laisser un juif nommer les évêques. Depuis cette époque, ce n'est plus le ministère de la Justice qui nomme les évêques, mais le ministère de l'Intérieur. C'est M. Darmanin. Le lendemain, le 25 février à l'aube, il se rend à son ministère, qui est déjà place Vendôme. Il occupait sans doute le même bureau que celui de M. Dupond-Moretti aujourd'hui. Et il prend des décisions immédiates, en urgence et non des moindres. Ça montre bien le profil de l'homme politique. Les détenus pour faits politiques sont remis en liberté. La peine de mort doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée. D'ailleurs, il obtiendra du gouvernement provisoire que lui soit délégué ce droit de grâce. On est en train de commémorer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Je crois que c'est un joli symbole, vous l'avez compris. On a cité d'ailleurs Victor Hugo dans les propos de Robert Badinter. On n'a pas cité Adolphe Crémieux, mais il était également en faveur de l'abolition de cette peine de mort. L'œuvre de son ministère par décret est considérable. Abrogation du délit de presse, abrogation du délit de grève, suppression des titres de noblesse, réduction du temps de travail à 10 heures par jour.
Ça nous fait sourire, mais à l'époque, il n'y avait pas de limite au temps de travail. C'est la première fois qu'on décide de limiter le temps de travail quotidien. Et enfin, le 28 avril, abolition de l'esclavage sur proposition de Victor Schœlcher, qui avait rejoint ce gouvernement. Les historiens vont qualifier cette courte république provisoire, jusqu'à l'élection au suffrage universel, de république des utopistes. Alors, diapo suivante, peut-être on voit le gouvernement donc, de cette république provisoire. On reconnaît facilement Adolphe Crémieux. On est en 1848. Jacques Arago, le frère de François Arago, le scientifique, est un lettré, c'est un historien. Et il va consacrer un ouvrage à l'histoire de Paris de cette révolution en fait, de 1848. Et il consacre quelques lignes à Adolphe Crémieux. Je le cite. « Crémieux n'est que droiture et probité. Je déclare ne pas aimer ceux qui n'aiment pas Crémieux. » C'est une véritable déclaration d'amour que rien ne l'obligeait à faire. Il n'était pas juif, il n'était pas franc-maçon non plus, donc c'est vraiment spontané et c'est son observation en fait. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1852, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, va devenir Napoléon III. C'est un coup d'État. On tenta ici et là quelques barricades dont les Parisiens avaient l'habitude. Crémieux est jeté en prison. Il va y rester 12 jours. La violence est extrême, évidemment. Ce coup d'État ne s'est pas fait calmement. On va fusiller sans jugement 200 opposants. 27 000 républicains vont être déportés en Algérie. C'est une manière de peupler en fait les colonies. Alors déporter n'a pas le même sens aujourd'hui, hein, évidemment. Ça voulait dire qu'on interdisait les opposants politiques de séjourner sur le territoire de la métropole et on les a expédiés à Madagascar, Cayenne, en Algérie, en tous les cas 27 000 d'entre eux. Depuis son exil de Guernesey, Victor Hugo, son ami, va correspondre avec Adolphe Crémieux. On a la trace d'une lettre écrite en 1861 à Adolphe Crémieux, signée de Victor Hugo. « Mon fils et moi, nous vous aimons et parlons de vous sans cesse. Et ne plus vous entendre, ne plus réchauffer mon cœur au soleil de vos connaissances, c'est cela qui est l'exil. » Alors, je ne sais pas si vous percevez comme moi la portée de cette phrase, mais Victor Hugo, un des sommets de la littérature française, écrit à Crémieux, ce qui est dur dans l'exil, ça n'est pas d'être loin de la France, c'est d'être loin de vous, c'est de ne plus me cultiver à nos conversations. Il paraît qu'ils échangeaient après la séance à la Chambre sur le texte biblique. Alors, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu de dictaphone à l'époque. On aurait profité des dibretoras entre Crémieux et Victor Hugo. Voilà, c'est dommage que le grand rabbin, je ne sais pas s'il est... Bon, je sais pas. Alors, Adolphe Crémieux devient, quelque temps plus tard, la figure emblématique de l'Alliance israélite universelle, après l'affaire du jeune Mortara enlevé par les soldats du pape, qui va susciter une vive émotion. Un groupe de juifs français décide la création de cette Alliance israélite universelle. Des médecins, des intellectuels, des juristes, des hommes d'affaires, la bourgeoisie juive libérale de cette fin du XIXe siècle, patriote, universaliste, héritier des Lumières. Alors on peut les citer, Narcisse Leven, qui est le secrétaire particulier de Crémieux, Charles Netter, fondateur de l'école Mikvé Israël, qui existe toujours, Eugène Manuel, Aristide Astruc, futur grand rabbin de Belgique, Isidore Cahen et Jules Carvalho. Alors il en sera le président de 1863, puis il reviendra à cette présidence. On va d'ailleurs modifier les statuts en 68 pour lui permettre d'être réélu. Et à l'occasion de cette réélection, le grand rabbin de France, Lazare Isidore, que j'ai cité tout à l'heure, va déclarer « Adolphe Crémieux est à la tête de tout ce qui fait la gloire du judaïsme depuis 40 ans. Ce sont des actes qui comptent pour Israël. Ce sont des actes qui pèsent lourd dans la balance de Dieu. » Juillet 70, la France et la Prusse s'affrontent. C'est une guerre, évidemment, terrible. Le 2 septembre, l'empereur, assiégé à Sedan, hisse le drapeau blanc. À l'Assemblée, la nouvelle provoque un choc. Et Crémieux allait revivre la naissance d'une nouvelle république. On va former un nouveau gouvernement, qualifié d'union nationale. Gambetta est à l'intérieur, Emmanuel Arago, le fils de François, est aux finances. Et Crémieux, le 48 art, retrouve la justice. Peut-être photo suivante, je pense que c'est le gouvernement de 70. Voilà, on le retrouve un peu plus âgé, évidemment, nous sommes en 1870. Alors Paris est de plus en plus menacé par les canons prussiens et Crémieux va fuir à Tours, laissant ses collègues à Paris. Et le 12 septembre, par décret, il représente seul la France durant 10 jours.
avant d'être rejoint par les autres membres du gouvernement. C'est depuis Tours, le 24 octobre, que le fameux décret qui portera son nom est signé par les ministres Gambetta, Gley-Bizouin et l'amiral Forichon, qui va accorder de facto la citoyenneté française aux 38 000 indigènes d'Algérie. Alors, après cette guerre perdue, évidemment, Bismarck va exiger un impôt, une dette colossale, 5 milliards. Crémieux va se montrer patriote, il va demander aux Juifs de contribuer conjointement au paiement de la dette. Ils veulent 5 milliards, eh bien donnons-leur 5 milliards, et qu'ils cessent de souiller le sol de la patrie. Disons à cette France adorée, voilà, ceux que tu as adoptés en 1792 sont aujourd'hui tes enfants les plus dévoués. Le 10 décembre 1875, Crémieux est nommé sénateur à vie. Il retrouve à la Chambre haute son ami, Victor Hugo. Ils commencent à Louis le Grand, ils finissent au Sénat. Le 1er février 1880, son épouse Amélie Silny décède. Il va déclarer « c'est la première fois qu'elle me fait de la peine ». Le 10 février, la douleur est trop forte, il décède à son tour. Ses funérailles seront nationales, elles sont votées à l'unanimité par la Chambre. Sur le cercueil, son cordon de franc-maçon, sa toge d'avocat. On entendra durant la mise en terre les chœurs de la synagogue de la Victoire. Sont présents les présidents de la Chambre et du Sénat, Eugène Pelletan, Jules Ferry, mais aussi Ernest Renan, Jules Simon, Louis Blanc, Émile Littré, Victor Schœlcher, Emmanuel Arago, son fils spirituel en franc-maçonnerie. C'est son fils adoptif, Léon Gambetta, qui prononce l'éloge funèbre. Ce sera ma conclusion. Adolphe Crémieux est l'un de ceux qui a le mieux servi la République. Il est l'un de ceux qui a créé la République. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, après l'entretien auquel nous avons assisté avec beaucoup de plaisir entre Paul Amar et le grand rabbin Chaim Corsia, après le magnifique exposé sur le portrait d'Adolphe Crémieux par Paul Crissy, eh bien, nous avons choisi d'intituler cette troisième partie « Les héritiers du décret Crémieux ». Il s'agissait pour nous de vous proposer des témoignages, mais également une réflexion profonde sur les enjeux, les conséquences de ce décret. Quelle lecture, finalement, nous pouvons en faire aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être aussi une source d'inspiration? Alors, pour en parler, deux éminents journalistes, alors Paul Amar, né à Constantine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qui nous fait l'amitié de son intervention, et puis Elisabeth Chemla, née à Alger, que nous avons le plaisir et le privilège, je dirais, d'accueillir ce soir. Ils proposeront eh bien, tous les deux leur regard croisé. Elisabeth Chemla, est-il encore nécessaire de vous présenter? Vous avez été grand reporter, puis quelques années plus tard, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Vous avez été rédactrice en chef au Nouvel Observateur. Vous avez été évidemment fondatrice du magazine en ligne Proche-Orient Info. Et vous êtes aujourd'hui conseillère auditoriale au magazine L'Arche, dans lequel vous accordez un grand entretien dans le dernier numéro paru il y a quelques semaines, consacré aux Juifs d'Algérie. Je vous invite évidemment à vous abonner au magazine L'Arche, magazine remarquable, dont le dernier numéro est consacré aux Juifs d'Algérie. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages.
Je citerai mon journal d'Algérie, en lien évidemment avec le thème qui nous occupe aujourd'hui, publié en 2000 chez Flammarion. Vous êtes également auteur de l'Algérienne Debout, en 95 également publié chez Flammarion. Je citerai également Alto Feu, face à face avec Pascal Boniface, publié également chez Flammarion, et Islam, l'épreuve française, paru en 2013 chez Plomb. Alors on va se pencher sur l'héritage de ce décret Crémieux. Et Elisabeth Chemla, vous êtes née à Alger et ma première question sera très simple. 24 octobre 1870, 24 octobre 2021, pour vous, 151 ans après, quel sens a le décret Crémieux? Quel regard vous portez sur l'instauration de ce décret? Avant de porter un regard, je voudrais pouvoir... Je pense qu'il fonctionne. Je pense qu'il fonctionne, mais... Peut-être prendre celui-ci. Celui-ci, ouais, oui. C'est bon. Celui-ci marche. Avant de commencer à répondre à votre question, je voudrais vous dire que j'arrive de Trouville. Vous vous demandez pourquoi je vous dis que j'arrive de Trouville. Parce que j'habite à Trouville, Villa Noailles, où je me suis installée il y a 13 ans. Quand je suis rentrée dans l'appartement où il y avait tout à refaire, j'ai dit « c'est là ». Et c'était une certitude absolue que je devais habiter à cet endroit. Eh bien, il se trouve que j'habite dans la villa d'Adolphe Crémieux. Voilà. Alors, c'est donc évidemment une histoire, aussi une histoire personnelle, un signe, un symbole. C'est difficile de répondre à cette question comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est 151 ans après que les conséquences du décret Crémieux. Je crois que si nous devons parler pour nous en tant que Français juifs, c'est une bénédiction dont nous pouvons chaque jour, malgré tout ce qui se passe, nous réjouir pleinement. Parce que ce décret, jusqu'à aujourd'hui, nous a permis d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être sortis de la dimitude, de ce que le Canard enchaîné avait si drôlement appelé une fois Urbi et Gourbi. Et je crois que c'est d'abord la première leçon. Maintenant, on ne peut pas non plus cacher que ce décret Crémieux, j'écoutais avec grand intérêt ce que disait Chaim Corsia tout à l'heure, sur l'effort qu'il a représenté pour les Juifs, mais qu'il a quand même été l'objet de toutes les séparations, de toutes les hostilités entre Juifs et musulmans, puisque les uns ont acquis cette nationalité et les autres pas. Dans les raisons qui ont fait que les musulmans, ou ce qui allait devenir les Algériens ensuite, n'ont pas acquis la nationalité française, il y avait aussi une autre raison et qui explique le décret qui les concernait, eux, sur le statut personnel, c'est que les colons avaient besoin des terres et qu'il était beaucoup plus... Les Juifs n'en avaient pas, bien entendu, et qu'il était beaucoup plus difficile de retirer des terres à des propriétaires terriens, ce qui d'ailleurs fut quand même fait, qu'à des gens qui ne l'étaient pas. C'est un point qui est extrêmement important parce que dans le clivage qui s'instaure dès 1870 entre les uns et les autres, je crois que cet aspect-là est absolument fondamental. Et il perdure jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Juifs sont devenus français, pour les Algériens, ils sont devenus donc eux-mêmes des colons. Ce qui est évidemment un énorme paradoxe, puisque fondamentalement, on le rappelait tout à l'heure, la présence juive, elle est millénaire, puis il y a eu l'apport des séfarades au XVe siècle, mais donc il y a une présence millénaire, et il y a d'un autre côté une telle adéquation à la France que du coup, ces Juifs deviennent le colonisateur, et qu'il n'y a plus de différence dans la perception que les autres ont
de nous. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je crois que, on va y revenir certainement, ça perdure jusqu'à aujourd'hui, ça. Et ça perdure de différentes façons. À la fois, on y reviendra, à travers l'État d'Israël, et aussi, évidemment, à travers tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société concernant le communautarisme. Non, mais attends. Ouais, c'est bon, il fonctionne. Ça va, tout va bien. Paul Amar, votre réaction? J'ai envie de vous poser exactement la même question. Je reprendrai volontiers le terme d'Elisabeth, décret Crémieux, une bénédiction qui m'a permis, quand ma famille a quitté l'Algérie en juillet 61, de pouvoir être inscrit en 6e au collège et de pouvoir ensuite suivre mes études tout à fait normalement, puisque né français, j'avais appris le français à l'école Diderot de Constantine. Mais ça aurait pu être aussi une malédiction, puisque quand j'allais à cette école, je traversais le quartier musulman, école d'ailleurs que je partageais avec Benjamin Stora, nous étions exactement dans la même classe. Quand je traversais le quartier musulman, j'avais droit à une double insulte, c'était ma double peine, sale français, évidemment insulte assortie de jet de cailloux, etc. Sale français, retourne chez toi, je ne comprenais pas trop bien, parce que chez moi c'était en Algérie, et sale juif, va-t'en. Donc j'avais droit à cette double peine parce que justement j'étais perçu, comme le dit Elisabeth, comme français et comme juif. Mais pardon Elisabeth, c'est vrai que la France de Crémieux n'avait pas accordé la citoyenneté aux musulmans, mais les musulmans n'en voulaient pas. Et si des musulmans avaient accepté cette mesure, si la France l'avait prise, évidemment, ils auraient été taxés d'apostasie. Et donc la communauté musulmane, dans sa majorité, ne voulait pas de la citoyenneté française. Et en outre, là aussi, je reprendrai volontiers votre propos sur la perception du juif par le musulman d'Algérie. On parlera aussi de la situation aujourd'hui en France. Je ne suis pas sûr que l'hostilité, et plus que l'hostilité, puisqu'il y avait des attentats commis contre des juifs d'Algérie. Moi-même, j'étais victime d'un attentat à Constantine. Je ne suis pas sûr que l'hostilité était exclusivement liée à la perception qu'on en avait, le juif colonisateur, parce que le juif devenu français. C'était si vrai qu'il y avait des pogroms avant et après, et c'était si vrai que, on va aussi évoquer des histoires personnelles, et moi je vais parler de la mienne, c'est que mon beau-frère avait milité pour l'indépendance, il était partisan de l'indépendance de l'Algérie, il était expert comptable à la Dépêche de Constantine, ça a valu d'ailleurs une relation assez houleuse entre mon père et mon beau-frère, le jour où mon père avait décidé à la suite, non pas de l'attentat dans lequel j'étais moi victime, à la suite de l'assassinat de Raymond Léris, qui était tout sauf colon, et qui était absolument pas perçu comme un colon, mais au contraire comme un homme de paix, et comme un homme des trois communautés, chrétienne, musulmane et juive. À la suite de cet attentat qui avait traumatisé la communauté et chrétienne et juive, mon père décide de partir, mon beau-frère dit « moi je reste », cohérent d'ailleurs, et il reste à la Dépêche de Constantine, mais 2 ans plus tard, on est avant la guerre des 6 jours, donc avant ce fameux choc qui avait tant déplu à De Gaulle et à tant d'autres pays. Avant la guerre des 6 jours, donc on est en 64, les dirigeants de la Dépêche, les dirigeants du FLN disent à mon beau-frère « tu n'as plus rien à faire ici, on te demande de partir ». Et donc il a dû partir et entrer en France, et non pas rentrer en France. Donc sur la perception du juif par le musulman, moi je nuancerai, et je ne suis pas sûr que cette hostilité manifestée à l'époque, c'est d'ailleurs si vrai, alors c'est peut-être ce qui nous sépare aussi, c'est que vous, j'ai lu cette remarque albitérieuse que vous avez faite dans l'Arche, vous êtes retourné souvent en Algérie. Mais il y a d'autres juifs d'Algérie qui, traumatisés par les événements, n'ont pas éprouvé le même besoin. Donc sur la perception du juif par le musulman, voilà, je nuancerai volontiers ce propos. Alors, pour continuer sur ce thème, je suis d'accord avec vous, Paul, sur la nuance. Il n'en reste pas moins que, je parlais là non pas de ma perception, mais de leur perception. Et d'autre part, il faut quand même bien voir que pendant la guerre d'Algérie, sans que beaucoup d'entre eux soient tombés dans l'OAS, parce qu'il faut quand même nommer les choses, la plupart, la quasi-totalité des Juifs d'Algérie étaient absolument pour l'Algérie française. Oui. Et donc,
il est difficile de dire que pour les Algériens, enfin ce que l'on appelle aujourd'hui les Algériens, qu'à l'époque on appelait les musulmans, les Arabes, etc., il est très difficile de dire que fondamentalement, cette perception des Juifs tellement en adhésion avec la République française, avec la France et avec la colonisation, n'était pas perçue comme eux-mêmes des colons. Et d'ailleurs, ils avaient choisi le camp de l'Algérie française. C'était précision que je voulais apporter. J'essaye de décrire les choses. Alors, Paul Amar, vous parliez d'histoire personnelle. Si vous le permettez, j'aimerais qu'on fasse un petit bond dans les années 50-60. Est-ce que vous pourriez, c'est un peu la séquence nostalgie, on va dire, l'un et l'autre, témoigner, nous parler de votre enfance en Algérie? Elisabeth Chemla. À la madrague. Ben, mon enfance en Algérie, mon enfance en Algérie, c'est comme Paul. Alors je pourrais parler de mon père, les attentats contre mon père qui était gaulliste, qui n'était pas du tout Algérie française, qui n'était pas non plus du tout pro-FLN, qui croyait vraiment, ce fut son erreur, qui croyait vraiment, ainsi que ma mère, à une coexistence possible en Algérie même, entre les Français, il ne s'agissait même pas là d'être juif, entre les Français et les musulmans, parce que tout simplement, il leur semblait que cette histoire avait un déroulement autre possible. Ils se sont totalement plantés, ça c'est clair et net. Mais c'est un souvenir d'enfance qui est fait à la fois toujours de ce que je crois nous avons en commun, le soleil, la mer, enfin peut-être pas Constantine la mer évidemment Paul, mais le soleil, la mer, cette lumière extraordinaire, ces odeurs, cette nature, les êtres qui faisaient tout ce qui peuplait ce paysage. Et puis il y a une enfance qui est dans la guerre. Fondamentalement, c'est une enfance qui est dans la guerre, qui amène donc tout enfant qui notamment voit son père victime d'un attentat. Mon père était chirurgien à Alger, il a été victime de plusieurs attentats de la part de l'OAS, il a été obligé de s'enfuir en métropole. Et donc, évidemment, on a vu autour de nous beaucoup de morts, beaucoup de bombes explosées. C'est une enfance qui amène à se poser énormément de questions. Je ne sais pas si Paul, par exemple, sa détermination à être journaliste est venue de là, mais en tous les cas, pour moi, oui, ça a été certainement déterminant. C'est-à-dire que quand on se rend compte de ce que c'est que le poids de la politique, le poids de la haine, de la trahison, de l'amitié, des déterminations profondes sur à la fois un avenir individuel et un avenir collectif, on essaye de comprendre, et en tous les cas, c'est ce qui a certainement décidé de ma vocation, je dois dire, oui, de vocation. À 12 ans, j'avais décidé que je serais journaliste. Paul, votre enfance à Constantine. Freud disait le script d'une vie s'écrit à l'âge de 7 ans. Et donc moi, j'avais 4 ans quand la guerre a commencé, et j'ai un souvenir très triste de mon enfance algérienne. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas très envie d'y retourner. De 4 ans à l'âge de 11 ans, je n'ai connu que la guerre, que les manifestations. J'étais à quelques mètres à peine de cher Raymond Léris quand il a été assassiné. Mes parents m'avaient envoyé acheter du pain et du vin place Négrier à Constantine, et je l'ai vu tomber sous mes yeux. Et je dois dire d'ailleurs que j'ai été davantage traumatisé par cet assassinat que par l'attentat dont j'ai été victime moi-même. Voilà le souvenir que j'ai de mon enfance. Alors il n'y avait pas la mer, et pour aller voir la mer, il fallait faire des heures et des heures et des heures de train pour aller à Philippeville. On disait Philippeville à l'époque, mais Constantine reste une ville absolument magnifique. Le seul moment où j'y suis retourné, tout de même, c'est quand, alors Elisabeth a raison de dire que je pense que ça a déclenché notre vocation, clairement. J'ai voulu plus tard comprendre l'absurdité d'un monde que je ne comprenais pas enfant, voir ces foules menaçantes, ces meurtres quasiment quotidiens, ces assassinats d'un côté comme de l'autre. OAS et FLN, forcément quand on est enfant, on ne comprend pas trop bien et on est traumatisé, et plus tard on veut devenir journaliste pour
tenter de comprendre. Et quand j'étais journaliste, j'étais délégué de ma promo, j'ai manipulé mon groupe. J'avais 21 ans à l'époque. On devait partir en Grèce, c'est le voyage de promo. Et moi, je l'ai manipulé pour retourner en Algérie. Et le groupe m'avait suivi, je leur avais dit, la Grèce, à l'époque, ça n'avait aucun intérêt, ce serait du tourisme, tandis que l'Algérie, l'histoire s'est faite, retournant en Algérie. En fait, je me suis servi du groupe pour retourner voir mon pays. J'avais choisi d'aller d'abord et d'emmener le groupe à El Oued, où là, on a passé une semaine absolument magnifique. J'ai cru que l'Algérie, c'était ça, le sud, le désert, le soleil, la lumière, les couchers de soleil, les parties de foot, comme dirait Haïm Corsia, avec des jeunes Kabyles, qui pensaient d'ailleurs que j'étais Kabyle moi-même, parce que je comprenais quelques mots d'arabe. J'ai commis l'erreur, avec un copain, de ne pas rentrer avec le groupe à Paris, et je voulais revoir ma ville, Constantine. On est allé en stop parce qu'on n'avait plus de pognon, et on est allé dans la ville, et là, ça a été absolument traumatisant. Je n'ai que 21 ans, donc 10 ans, enfin 11 ans après l'indépendance, et je n'ai pas eu la force de remonter chez moi, rue Chevalier, qui était devenue, ça ne s'invente pas, rue de la Palestine. Donc voilà, en fait, il y a une sorte de flashback où pendant 2 jours, heureusement que mon copain de l'époque, métropolitain, donc qui n'avait pas du tout connu l'Algérie, était avec moi, parce que moi je revoyais évidemment tous les événements ressurgir comme ça, et je suis vite rentré en France, et depuis, je dois dire, que je ne suis plus jamais retourné, et je vais peut-être décevoir, je le sais, Hubert Habib est là, certains membres de l'association Montréal qui cultivent, qui alimentent ce lien avec l'Algérie. Moi, je n'ai plus du tout envie d'y retourner. C'est derrière moi. Évidemment, non, ça n'est pas pour avoir des applaudissements. Évidemment, je garde des liens très forts avec des musulmans. Quand je dis très fort, j'ai engagé Rachid Arabe, j'étais le premier à engager un journaliste musulman sur une chaîne de service public. Donc je garde très fort avec mes amis musulmans, mais l'Algérie, pour moi, ne me parle plus. Et quand j'ai eu envie de musique arabe, ou arabo-andalouse, que j'aime beaucoup, de fleurs d'oranger, c'est ma Madeleine à moi, et de nourriture maghrébine, méditerranéenne, j'allais en Tunisie, j'allais au Maroc, mais je n'allais pas en Algérie. Voilà. J'ai laissé ces souvenirs-là derrière moi. Je sais qu'Elisabeth est allée à plusieurs reprises, mais moi, je n'éprouve plus du tout, mais alors plus du tout ce besoin. Alors, Elisabeth Chena, vous avez quitté l'Algérie en 1962. Vous en parlez dans l'Arche. Quels souvenirs gardez-vous de votre arrivée en France? Est-ce qu'on peut parler de rupture, de déchirure ou pas du tout? Et aujourd'hui, quel rapport vous entretenez avec l'Algérie? Vous y êtes retourné? Paul Amar l'a indiqué. Alors d'abord, je ne suis pas retournée en Algérie. Je crois que c'est pas tout à fait juste de le dire comme ça. Je suis évidemment retournée physiquement en Algérie, mais surtout j'ai eu un très fort engagement, et je continue d'ailleurs à avoir un très fort engagement aux côtés des Algériens démocrates, et il y en a, et notamment pendant la décennie tragique de la guerre civile algérienne, c'est-à-dire les années 1990-2000, et on va revenir d'ailleurs à travers ça au décret Crémieux, où il s'agissait de savoir, au moment où le fils, souvenez-vous, le fils arrivé, l'organisation islamiste arrivait au pouvoir avec les groupes terroristes du GIA, où il s'agissait de savoir si la France et l'Algérie allaient laisser, je dis bien la France et l'Algérie, je fais exprès de dire ça, allaient laisser ce pays basculer, ce qui était absolument capital pour l'équilibre stratégique de la région, allait laisser ce pays basculer du côté de l'islamisme. Alors, pourquoi je reparle du décret Crémieux à propos de cette décennie? C'est parce que dans l'engagement que nous avons eu un certain nombre ici, c'est dans ce cadre que s'inscrit le livre qui n'est pas le mien en fait, l'Algérienne debout, avec Khalida Messaoudi, qui deviendra ensuite ministre de Bouteflika. C'est que tous ceux qui ont, pendant cette décennie, contre les islamistes et donc approuvant l'interruption du processus électoral en Algérie, ont défendu une vision démocratique de l'Algérie. En France, c'était André Glucksmann, c'était Bernard-Henri Lévy, c'était Alain Finkielkraut, moi-même,
et nous faisions à la mutualité des meetings, etc. C'est-à-dire que nous étions, et c'est très clair, aux yeux non seulement de ces islamistes antisémites, mais même de beaucoup, nous étions l'incarnation de ces juifs français, dont un certain nombre, comme BHL, moi-même, etc., étaient des natifs d'Algérie. Et ceux que nous défendions, ou ceux qui trouvaient en nous un refuge parmi ces démocrates algériens, étaient mis au banc de leur propre société comme étant les vendus, d'une part, à la France, et d'autre part, aux Juifs, à la France juive. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que pendant toute cette décennie-là, que ce soit du côté du fils ou que ce soit du côté, y compris en France, de journaux comme Libération, José Garçon, etc., François Burgat dans Le Monde et tout ce qui s'ensuit, nous avions affaire à des gens pour qui, en fait, ce qui était fondamentalement inscrit dans le décret Crémieux, dans la francisation des Juifs, le restait absolument, fondamentalement, dans l'ensemble du combat qui était mené. Une réaction, Paul Amar, sur ce que vient de dire Elisabeth Chemla. Et en fait, il s'agit des conséquences politiques, quelque part, du décret Crémieux que vous avez commencé à aborder. Et quand on en a parlé au téléphone, vous aviez également évoqué, il vous tenait à cœur d'aborder en fait ces conséquences du décret Crémieux, notamment au regard de la création de l'État d'Israël. Oui, bien sûr, parce que il y a, pardon. Il y a toujours, si vous voulez, et je reviens là-dessus, la perception, les Juifs étant devenus français, ont absolument adhéré à la France. Donc, ils ont revêtu, j'insiste beaucoup là-dessus, ça n'est pas, je répète bien que ça n'est pas ma vision, c'est une explication, je dirais, journalistique, oui, voilà, c'est une analyse. Ils sont devenus eux-mêmes le colonisateur ou le colon. Et avec la création de l'État d'Israël, la France elle-même, qui soutient la création de l'État d'Israël, puis au-delà de toutes les vicissitudes que nous connaissons des relations franco-israéliennes, de la position de la France sur le conflit israélo-palestinien, il n'en reste pas moins que la France reste fondamentalement, là encore, supportrice de l'État d'Israël, donc des Juifs, et que là encore, tout le temps, j'en parlais encore avec des amis algériens au téléphone la semaine dernière, justement dans la perspective de notre colloque, et on continue à mettre ce décret Crémieux comme étant fondateur, absolument fondateur, de l'ensemble de l'attitude française vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est-à-dire donc que le clivage reste au milieu de la table. J'ai bien compris, Elisabeth, qu'il ne s'agissait pas d'une vision personnelle, mais d'un décryptage d'une situation. Et comme vous avez cette chance-là, professionnellement, de rencontrer vos interlocuteurs algériens, évidemment, vous avez plus d'informations que moi-même. Mais vu de mon côté, je trouve incroyable que, quoi qu'on fasse, on soit coupable. Du point de vue algérien, pour ne parler que de ce pays, et on est, au fond, dans l'histoire qui suit le décret Crémieux. Quoi qu'on fasse, nous sommes coupables. On peut dire que, comme l'a dit Macron d'ailleurs à ma grande surprise, c'est le grand écart entre la colonisation 2017, crime contre l'humanité. Est-ce qu'il y a une nation algérienne 2021 ? Aujourd'hui, c'est le président de la République qui dit ça. Et pour le coup, il pose une bonne question. Parce qu'on peut se poser la question de la nation algérienne. Alors, je ne sais pas qui l'a inspiré, mais je ne sais pas quel historien l'a inspiré, mais pour le coup, Emmanuel Macron connaît bien l'histoire qui a précédé la conquête arabo-musulmane de l'Algérie, où il est bien précisé qu'avant le 7e siècle, l'Algérie n'était pas arabo-musulmane, et qu'il y a eu une vague de colonisation qui ont fait que les arabo-musulmans, comme les Romains, les Phéniciens, etc., ou avant les Ottomans et avant les Français, ont conquis, se sont comportés comme des prédateurs, comme tous les colonisateurs le sont. Donc, c'est incroyable que dans la posture des dirigeants algériens, qu'on soit juif ou pas pour le coup, mais pour peu qu'on soit français, on est toujours coupable. Et dans la relation
parce que évidemment, je ne retourne pas en Algérie, mais l'actualité m'intéresse et la relation France-Algérie m'intéresse au plus haut point. Et c'est vrai qu'Israël constitue un point de cristallisation et qu'il nous le reproche aussi. Voilà, il nous reproche aussi d'être juif. Elle n'a rien à voir avec la perception qu'il pourrait avoir du colon juif à la suite du décret Crémieux. Mais dans l'état actuel de la relation entre la France et l'Algérie, qui est d'une très grande crispation, il y a une grave crise qui aujourd'hui oppose les deux pays. L'Algérie, que vous connaissez mieux que moi, l'Algérie d'aujourd'hui, que vous connaissez mieux que moi, se pose toujours, là c'est ma perception, se pose toujours en victime et perçoit la France, je ne parle plus des Juifs, comme toujours le coupable. Est-ce qu'il arrivera qu'un jour on inverse un petit peu les rôles? Est-ce qu'il arrivera qu'un jour l'Algérie, qui demande à la France un examen de conscience qui serait justifié, parce qu'il y a eu des crimes commis par l'armée française et par l'OAS, et évidemment la torture et les assassinats, est-ce qu'il arrivera qu'un jour l'Algérie inverse les rôles et fasse aussi son examen de conscience? Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. On va laisser répondre Elisabeth Chemla. Non, mais bien sûr que non. Mais si j'insiste sur ce que j'ai essayé de décrire, c'est parce que ça a un rapport toujours et encore avec la situation aujourd'hui en France. C'est-à-dire que en France aujourd'hui, il y a à la fois des Français d'origine algérienne, et puis il y a aussi des Algériens qui vivent en France. Ils sont profondément imprégnés par tout ce que nous venons de dire. Cela reste vrai. Par exemple, je me souviens que pour le livre que vous évoquiez tout à l'heure, qui date de 2013, Islam, l'épreuve française, c'était à Grenoble. Et j'avais rencontré des jeunes Algériens sur un marché à Grenoble, avec lesquels je souhaitais parler, parce que j'avais compris qu'ils étaient assez intéressants, un peu remontés, enfin tout ça. Et j'ai quand même été très étonnée. C'était des jeunes gars qui faisaient de la vente sur un marché dans le centre de Grenoble, et qui m'ont quand même sorti le décret Crémieux. C'est quand même voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que, y compris dans notre situation d'aujourd'hui, dans le communautarisme et qui occupe la société française, avec ce que nous constatons de tout ce qu'il y a en matière d'attentats, mais pas seulement d'attentats aussi, c'est-à-dire des violences quotidiennes qui font que, certains dans la salle le savent, que quand les Juifs sont obligés de quitter leur habitat, leur banlieue, leur quartier, c'est à cause de la pression musulmane. Mais là encore, ça n'a l'air de rien, mais pour ma part, je suis convaincue que nous sommes toujours sur cette perception qui perdure au-delà des périodes historiques, au-delà des événements, sur le fait que nous sommes la France ennemie d'eux-mêmes. Voilà. Il n'y a rien à faire. Je crois malheureusement qu'on ne sort pas de là. Alors, si vous me permettez d'un mot, il faudra répondre à ces Algériens qui nous renvoient ou vous renvoient au décret Crémieux par une simple question, une simple interrogation. Il y a combien aujourd'hui en France de Juifs devenus Français? Il y a combien aujourd'hui de musulmans algériens devenus Français? Alors, vous empiétez justement sur ma question. Ma prochaine question, quelle analyse faites-vous, Elisabeth Chemla, en tant qu'intellectuelle, de la situation justement des Juifs de France aujourd'hui, eu égard les élections présidentielles qui arrivent à grands pas? Vous m'avez dit que pour vous, il n'existe pas de communauté juive de France. Est-ce que vous pourriez nous livrer votre réflexion? Et en termes de prospective, je dirais, est-ce que le décret Crémieux peut être une source d'inspiration? Alors, si vous permettez, je vais nuancer ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas dit que la communauté juive française, je vous ai dit que je ne sais pas très bien ce qu'on... Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas très bien ce qu'on appelle la communauté juive française. Bon. On ne parle pas d'Éric Zemmour, si je comprends bien. Écoutez, je crois qu'il faut quand même nommer les choses à un moment, car c'est le sujet. Allez-y. C'est le sujet que vous abordez sans l'aborder complètement.
Je crois qu'avec beaucoup d'élégance, dans la première partie de cette réunion, des choses ont été dites. Zemmour est lui-même un héritier du décret Crémieux, mais je crois que c'en est un héritier dévoyé, c'est-à-dire qu'au lieu de se contenter d'être français, je crois qu'il est peut-être trop français. Et à l'écouter, j'ai le sentiment que 60 ans après la guerre d'Algérie, il a envie de faire la guerre de France. Et je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait ce qui convient à notre nation. Tout ce qui est, Haïm Corsia le disait tout à l'heure, et ça n'est pas une clause de style, ça n'est pas pour se rassurer. Et Paul le sait, nous avons été quand même depuis 30 ans, les uns et les autres, suffisamment engagés pour dire un certain nombre de choses concernant l'attitude des musulmans en France. Mais, et c'est la vérité, une grande majorité des musulmans en France, qui d'ailleurs n'aimeraient pas forcément qu'on les appelle musulmans, parce que de quel droit les appelle-t-on musulmans, alors que beaucoup d'entre eux ne sont pas du tout pratiquants, vivent leur vie de Français. Tout ce qui est globalisation, et pourtant chacun sait que je suis particulièrement quand même très engagée contre à la fois l'islamisme, etc. Mais tout ce qui consiste à vouloir exclure de façon globalisante, comme nous l'avons été nous-mêmes à différents moments de l'histoire, toute une communauté me paraît une atteinte profonde et à l'humanisme, à l'universalisme, à la vocation de la France et à ce que nous sommes nous-mêmes dans cette très belle expression de BHL dans son éditorial, c'est-à-dire à l'être juif. Paul Amar. Je souscris complètement à ce que vient de dire Elisabeth sur Éric Zemmour, qui fait une obsession sur les prénoms. À le suivre, Haïm ne s'appellerait plus Haïm. Hein. Je ne suis pas sûr que Éric Zemmour connaisse le sens profond du mot et du nom Haïm. Et je pense que Éric Zemmour donc, fait une fixette sur les prénoms, mais je pense que c'est son nom qui le gêne. Et il aurait préféré s'appeler Nemours, Dubourg. Je pense que Éric Zemmour, vous le savez maintenant, puisque je ne quitte plus ces lieux, je présente une émission sur RCJ tous les vendredis et j'ai décidé de consacrer la première au cas Zemmour. Et je garde encore en mémoire deux témoignages. Le premier, bouleversant, dans cette émission, de Samuel Sandler, qui était, vous pouvez l'imaginer, choqué par les propos d'Éric Zemmour. Donc j'ai laissé parler Samuel Sandler et je vais simplement demander si Éric Zemmour, à la suite de la polémique, à la suite du traumatisme que ses propos avaient créé, si Éric Zemmour lui avait envoyé une lettre, un mot d'excuse. Rien. Et j'ai en mémoire aussi le témoignage de Boris Cyrulnik, qui me racontait une anecdote intéressante. C'était il y a fort longtemps, où Éric Zemmour présentait avec Nolo une émission sur Paris Première. Ils invitent Cyrulnik. Et Cyrulnik pense qu'il s'agit d'une émission littéraire, donc il y va, et ils le font parler de son propre parcours, et Cyrulnik parle de son parcours, de sa vie, ses parents déportés, qui ne sont jamais revenus, lui-même, à 6 ans, a survécu grâce à une infirmière et une institutrice, et il a droit, il y a très longtemps, à cette réplique d'Éric Zemmour. Il dit, mais arrêtons avec le passé, parlons des choses actuelles, etc. Ce à quoi Cyrulnik répond avec la pertinence qu'on lui connaît, d'accord, on arrête de parler du passé, vous arrêtez de nous parler de Napoléon. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote sur Éric Zemmour. Il y a quelques années, il y a assez longtemps, voilà pourquoi je suis extrêmement sévère sur lui. Et je dois dire que je suis moi-même très perturbé par le fait de voir une partie de la communauté s'apprêter à voter, à supposer qu'il soit candidat pour Éric Zemmour. Très perturbé. Je vais vous raconter une histoire authentique. Je présentais une émission sur France 5 à l'époque, et vous vous souvenez sans doute du meurtre d'un jeune juif dans le 20e arrondissement de la famille Selam, un DJ, tué par son voisin musulman. Chirac était président, Jospin était Premier ministre. C'est l'affaire Sarah Halimi avant Sarah Halimi.
C'est-à-dire que les dirigeants du pays s'étaient arrangés pour décréter que ce garçon assassin était fou. Donc voilà, pas de procès, etc. La mère de ce garçon appelle Zemmour, donc il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans, appelle Zemmour et lui demande de l'aider à démontrer, à prouver qu'il s'agissait d'un crime antisémite. Zemmour accepte et entre dans la famille et a droit à toutes les confidences de la famille. Et savez-vous ce qu'il fait? Il fait un livre, un supposé roman, où il va décrire dans ce livre toutes les frasques de la famille. La pudeur m'interdit de... J'ai encore en mémoire le texte très précis de Zemmour, m'interdit de rapporter le propos de Zemmour sur la fille, par exemple, qui adorait les blacks. Enfin, vous pouvez imaginer la suite. Dans des termes extrêmement crus. La mère, qui était une juive, pied noir, très simple, comme peuvent l'être nos mamans à nous, ou comme pouvaient l'être nos mamans, appelle Zemmour et dit « Vous avez tué mon fils une seconde fois ». Et lui fait, sur les conseils d'amis, lui fait un procès. Et à quelques jours du procès, j'organise un débat entre, non pas la maman qui nous a donné une interview, et quand j'ai vu cette interview enregistrée, moi j'en avais les larmes aux yeux, mais entre l'avocat de la maman et de la famille et Zemmour. Moi-même, un peu naïvement, je pensais que Zemmour allait non pas demander pardon, mais au moins allait faire preuve de compassion et allait regretter la publication de ce supposé roman. Eh bien, pas du tout. Il a été d'une arrogance que vous ne pouvez pas imaginer. Pas un mot sur la mort de ce jeune DJ de 20 ans. Pas un mot de sympathie, de compassion à l'égard de sa maman ou à l'égard de cette famille. Et quand l'avocat, je voyais bien que l'avocat, il était un petit peu dépassé parce que Zemmour est un débatteur extrêmement fort, je ne dis pas brillant, parce qu'il ment sans arrêt. Et donc c'est très difficile de débattre avec quelqu'un qui ment avec l'histoire, qui ment avec les faits, qui ment avec la réalité. Et quand je voyais l'avocat un peu défaillant, venant un peu à son secours, mais très calmement, j'évoque ce livre et je dis à Zemmour, vous savez à qui vous me faites penser, l'écriture de ce livre, ce que vous avez fait, etc., à Céline. Et de la façon dont... Et il m'arrête, il me dit, mais c'est un compliment que vous me faites. Je lui dis, non, c'est pas un compliment, Céline, le talent d'écriture en moins. Et là, il se lève, il quitte le plateau, et il m'a attendu dans le couloir pour en venir aux mains. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire simplement que Éric Zemmour n'est pas une belle personne. Que Éric Zemmour est un voyou, un imposteur, qu'il joue avec le feu, qu'il est un danger pour la communauté nationale et un danger pour la communauté juive. Vous voulez réagir ou on passe le micro? Non. Alors, on va justement passer aux questions. Pour moi, Zemmour, c'est l'action française. Mon père s'est battu contre les croix de feu, mon grand-père s'est battu contre les croix de feu. C'est un drumontiste. C'est une saloperie. C'est une saloperie. Et je défie qui que ce soit dans la salle de me prouver le contraire. D'accord, alors, merci infiniment à Elisabeth Chemla, à Paul Amar pour donc cette troisième partie extrêmement riche. Pardon, je vous en prie. Je voudrais juste, excusez-moi, juste rajouter quelque chose. C'était formidable ce que vous avez raconté, Paul. C'est qu'il y a une question qui se pose à propos de Zemmour. Quand on dit ce qu'il dit sur Dreyfus, quand on dit ce qu'il dit sur Pétain, quand on dit ce qu'il dit sur les victimes de Mohamed Merah, il y a une seule question à se poser, avec la réponse qu'on peut apporter, c'est Zemmour est-il antisémite? Merci, Elisabeth Chemla. Alors, on a le temps pour, je ne vois pas bien, pour une question. Alors, 2 maximum, me dit-on. Mon collègue Alain, qui est dans la salle, va pouvoir vous passer le micro. Voilà, il arrive. Je sais qu'Elisabeth Chemla, il tenait à ces questions et à cette interaction avec le public. Donc avant de conclure, voilà, on va pouvoir recueillir vos questions. Merci Alain. Merci. Oui, Armand Bocobza.
Je suis né en Tunisie en tant que Tunisien et bien maintenant je suis français depuis 60 ans, presque. Je voudrais atténuer le rôle du décret Crémieux pour ce qu'a développé Madame Chemla, en faisant la comparaison avec les deux autres pays, Maroc et Tunisie, et de la situation ou du combien de juifs reste-t-il dans ces deux pays, et pourquoi des 350 000 Marocains ou 110 000 juifs, combien en reste-t-il? Je crois 3 500 au Maroc et 1 500 en Tunisie. Et pourtant, ils sont partis. Et il n'y avait pas de décret Crémieux. Oui, c'est pour le protectorat. Donc, ce n'est pas le décret Crémieux qui aurait tellement d'importance pour la rupture entre les Algériens et la France, alors que pour la communauté juive de chacun des deux autres pays, qui sont quand même partis. Pourquoi ? Une autre question ou une autre réaction ? Oui, mais on avait dit... Mon collègue désinfecte les micros, donc Oui, voilà pourquoi c'est un peu plus long. Alors, je voulais dire deux choses. Une, c'est à propos du décret Crémieux. Le décret Crémieux, en 1965, il y a eu le Senatus Consult, et là, il y avait peu d'intérêt. En 1970, il faut dire qu'il y a le consistoire de Paris qui a donné une bonne pression, et c'est vraiment par la pression du consistoire de Paris que les Juifs ont été obligés, ce n'était pas un choix, de devenir français. Ensuite, oui, à ce moment-là, ils étaient obligés, ce n'était pas un choix. C'était la communauté consistoire de Paris a décidé que la communauté juive, donc pas le Sud, mais ceux qui étaient là, c'était l'Algérie à ce moment-là, allaient devenir français. Et deux, c'est que il n'y avait pas que les musulmans, il y avait aussi d'autres, des chrétiens aussi qui ont aussi bénéficié de ces décrets. Alors, au niveau des musulmans, alors une autre chose aussi, c'est que le statut personnel, non, il a déjà été érodé bien avant. Il n'est pas érodé en 1870 soudainement. Ça a commencé en 1841, etc., etc. Donc il y a eu des érosions du statut personnel des Juifs avant. Donc c'était pas que soudain ils sont maintenant le statut, ils n'ont plus ils ne sont plus sous le statut personnel. Et je veux dire une autre chose, c'est que oui. Alors, il y a des gens... Quelle est votre question, en fait, madame ? Oui. Alors, la question, c'est pourquoi... cette présentation, ce que je voulais demander, c'est que pourquoi on reste en franco-français ou franco-algérien sans voir qu'il y a d'autres interférences, puisqu'on a parlé de ce qui s'est passé au niveau des attentats en France. Il y a quelque chose dont on ne parle vraiment pratiquement jamais, c'est l'interférence des frères musulmans à travers le Qatar dans les banlieues. Dans les banlieues, on n'en parle jamais. Alors, non, madame, Elisabeth Chemla va vous répondre. Je suis désolée. D'abord, je voudrais répondre, bien que je ne sois pas une spécialiste de la chose, mais à propos du consistoire et du décret Crémieux lui-même, il y avait eu, sans doute le savez-vous, une démarche de l'ensemble des rabbins d'Algérie pour demander, la lettre est d'ailleurs partout, je crois même qu'elle est... Non, elle n'est pas dans le rapport Stora, je l'ai lu récemment ailleurs, pour demander à la France activement de naturaliser et surtout de donner la citoyenneté française juive d'Algérie. D'ailleurs, Crémieux lui-même, ce qui n'a, je crois, pas été souligné jusqu'ici, a fait de très nombreux voyages en Algérie pour aller voir l'état des différentes communautés juives en Algérie, et il a été lui-même député d'Alger, car on parle toujours de Drummond député d'Alger, mais Crémieux a été député d'Alger. Deuxièmement, de dire que l'on ne parle jamais
des liens des frères musulmans, des liens avec le Qatar, etc., pardonnez-moi de vous dire que je crois que c'est une fausseté, que ce soit dans les médias, notamment les médias écrits, que ce soit les livres des uns et des autres, et je parle évidemment là de spécialistes, depuis plusieurs décennies maintenant, c'est-à-dire depuis 20 ou 30 ans, on en parle tout le temps. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Alors peut-être Paul Amar, non. Une troisième et dernière question. Vous m'entendez ? Bonsoir. Oui, et moi je voudrais d'abord, avant de poser une question, remercier le Fonds social et Montréal d'avoir organisé cette magnifique manifestation où justement vous nous avez présenté la palette de toutes les qualités et les vertus de l'éthique juive. Le questionnement par les journalistes, la rigueur et l'humour par le grand rabbin et l'élégance et la pertinence par M. Chrissy. Voilà, ça je voudrais vraiment vous le dire et merci encore et refaites comme ça. Et ma question, elle s'adresse aux journalistes historiens. C'est qu'on ne peut pas parler du décret Crémieux si on ne balise pas par un événement en amont et un événement en aval. J'aurais aimé que vous nous donniez quelques explications sur, ça a été évoqué tout à l'heure, le Senatus Consul de 1865 de Napoléon III et le fameux décret Blum-Violette de 1936, qui donnait aussi la possibilité aux indigènes d'Algérie de devenir français, en dehors des Juifs, puisqu'ils l'étaient déjà. Voilà. Et encore une fois, je vous remercie. Elisabeth Chemla. Alors sur le Senatus Consulte, c'est sous l'influence d'un homme qui s'appelait Ismaïl Urbain que Napoléon III, qui voulait avoir une politique algérienne, a décidé d'accorder aussi bien aux juifs qu'aux musulmans, c'est-à-dire à ce qui s'appelait les indigènes, la citoyenneté française. Ça a été un échec total. Je suis incapable de vous dire, et je vous prie de m'en excuser, combien il y avait à l'époque du Senatus Consulte de juifs en Algérie et de musulmans. Mais le résultat a été le suivant. En gros, là, je crois que je suis à peu près exact. 170 juifs qui ont répondu favorablement et 120 musulmans. C'est-à-dire donc que, alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas forcément tous compris de quoi il s'agissait. Il n'y a pas eu du tout la même opération, si j'ose dire, qu'il y a eu ensuite avec les décrets Crémieux 5 ans après. Mais c'était quand même extrêmement intéressant de voir que cette première proposition n'a pas marché. Quant à Blum-Violette, alors je ne sais pas si Paul, je ne suis pas capable de vous répondre, et je vous prie de m'en excuser. C'est toute la différence entre les journalistes et les historiens. Et en l'occurrence, je ne suis pas historienne. Et monsieur, vous êtes... Oui. Alors, je crois que voilà, Paul Chrissy voulait je veux bien intervenir et répondre pour ce Senatus à cette Consul de question. 1865. Pardon, je le fais dans de mauvaises conditions, je vous tourne le dos, hein, pardonnez-moi. Mais c'était une idée de Napoléon III, évidemment très généreuse. Sans aucune contrepartie, il propose aux deux communautés juives et musulmanes de devenir français sans aucune contrepartie. Il ne s'agit pas d'abandonner la polygamie, rien de tout cela. Ça n'intéresse personne. Pourquoi ? Mais parce que les communautés à cette époque sont dans la misère la plus totale. C'est difficile de faire de la philosophie quand on a mal aux dents. Il y a d'autres urgences que de devenir français. Finalement, résultat des courses, il va y avoir quelques centaines de musulmans, quelques centaines de juifs qui vont opter, qui vont choisir cette nationalité grâce à ce Senatus Consulte. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Adolphe Crémieux va devenir, dans son dernier mandat, le député d'Alger, absolument sans se déplacer. Il s'est déplacé 17 fois en Algérie, ce qui est colossal, harassant, parce qu'il faut 15 jours pour arriver en Algérie depuis Paris à l'époque, hein, il ne s'agissait pas d'aller à Orly. Donc c'est compliqué, c'est harassant, mais pour cette candidature, il ne pourra pas aller à Alger parce qu'il est âgé, fatigué, les médecins le lui interdisent. Mais il sera élu. Si vous le permettez, je vais ajouter simplement un mot. Avant 1865, Louis-Philippe avait eu la tentation, et je le dis en présence de Paul Chrissy, et je ne me prétends absolument pas historien, je reste journaliste, contrairement à d'autres d'ailleurs. Louis-Philippe avait voulu donner la citoyenneté française aux Juifs, et s'y étaient opposés les colons.
et notamment le gouverneur d'Algérie, avec beaucoup de force, précisément parce que les colons étaient à l'époque antisémites. Donc il y a eu quand même une première tentative avant 1865, mais qui s'était heurtée à l'hostilité des colons antisémites. Alors, je ne sais pas s'il y a le temps pour une autre question, me dit-on. Non, on me dit non. Alors, en tout cas, je voulais remercier très très chaleureusement le grand rabbin de France, Chaim Corsia, Paul Crissy pour son remarquable portrait, Elisabeth Chemla qui nous a fait l'amitié, le privilège d'être parmi nous, et puis évidemment Paul Amar, le maître d'œuvre, chef d'orchestre de cet événement. Merci infiniment. Merci à Montréal, partenaire de cet événement. Je vous rappelle le remarquable numéro de l'Arche, dernier numéro qui vient donc de sortir, les Juifs d'Algérie à se procurer obligatoirement, avec une frise magnifique sur toute l'histoire donc, des Juifs d'Algérie. Quant à moi, eh bien, je voudrais également remercier Rémi et Pablo à la technique pour la réalisation, et puis le Centre d'art et de culture, donc, et le Fonds social juif unifié, vous donne rendez-vous lundi 15 novembre ici à l'espace Rachi pour notre prochain rendez-vous. Il s'agit d'un hommage à Joséphine Baker à l'occasion de son entrée au Panthéon. Nous reviendrons sur sa carrière et ses liens très forts avec la culture juive. Sera présent notamment son fils Brian Bouillon Baker ici pour témoigner et parler de sa mère. Pour réserver vos places, culture-juive.fr, culture-juive.fr. À très vite.